Bonsoir. Eh bien, je vous propose de commencer. Je suis Laurent Poiret, je pilote la formation continue à l'alternance à l'IAE de Lyon. Nous sommes très très heureux de vous accueillir ici à la Manufacture, sur le campus de la Manufacture, à l'université Jean Moulin Lyon 3 et particulièrement à l'IAE. L'IAE, en quelques mots, tout le monde ne connaît pas. C'est presque 8000 étudiants participants, c'est plus de 1000 alternants. C'est aussi 500 professionnels en formation continue. Et c'est un centre de recherche, un des plus importants en France, qui s'appelle Magellan. La formation continue à l'IAE de Lyon, c'est important. On a des executive masters, des formations courtes, on fait du sur-mesure, de la VAE. Et cet événement est aujourd'hui organisé dans ce cadre-là, aussi pour accueillir des professionnels sur une thématique importante, donc l'IA et ses effets sur la qualité de vie au travail, notamment l'organisation du travail, les relations managériales. Comment ça va se passer ? Dans un premier temps, donc, je vous présente Franck Pagny, ici présent, vient de faire une étude auprès de nombreuses entreprises et fera une restitution de cette étude sur les effets de l'IA sur la QVCT. Dans un deuxième temps, nous accueillerons 3 témointes d'entreprises, directrices et DRH, d'entreprises aussi diverses que la CAF du Rhône, Hemming et ABO. Dans un troisième temps, nous aurons la chance d'avoir une conclusion du professeur Ewan Wari de l'IAE Lyon. Et puis, nous finirons avant 20h avec toutes vos questions. Donc, voilà, donc je vous souhaite une très, très bonne soirée et conférence parmi nous. N'hésitez pas à poser le maximum de questions. L'objectif, c'est que nous progressions tous ensemble ici, ce soir, pendant ces 2 heures qui nous réunissent. Bien, merci Laurent pour cette introduction. J'ai envie de dire que l'IA, l'IAE, il y a déjà des bouts d'ADN communs et ça me paraissait très très logique qu'à un moment donné, on puisse se retrouver ici ce soir. Je tiens à te remercier et remercier toute l'équipe de l'IAE qui a pu organiser cet événement, sur toute l'organisation logistique, les invitations, les sujets et le travail qu'on a fait. Le travail est formidable et j'espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes. Bien. Quels sont les effets de l'IA, l'intelligence artificielle, sur le travail, sur la QVCT, et comment réussir la transformation IA dans son entreprise ? Ah, peut-être que je me rapproche du micro. Merci. OK. Voilà, ça va peut-être aller mieux si je me rapproche du micro. C'est mieux ici ? Ouais. Hop, je vais le redresser un petit peu. Voilà, parfait. C'est mieux ? OK, super, parfait. Merci. Donc, quels sont les effets de l'IA sur le travail et sur la QVCT et comment réussir cette transformation ? Eh bien, pour répondre à ces questions clés, je suis allé à la rencontre de professionnels, de dirigeants, de DG, de DRH sur le terrain, dans des entreprises de tailles différentes, comme IBM, Veolia, Eurofins, mais aussi dans des entreprises régionales, comme LDLC, comme le groupe Cardol. Et j'ai échangé avec les DRH et les DG pour avoir leur point de vue justement sur cette question clé. Et ça m'a permis de rédiger un livre blanc que je pourrais vous envoyer si vous le souhaitez. Mais avant de vous partager les conclusions clés de cette étude, je voudrais vous partager avec vous 2 situations, 2 anecdotes qui m'ont touché, qui m'ont marqué. La première concerne une femme qui est agent d'accueil, qui est dyslexique et qui, grâce à l'IA, qui a été une véritable baguette magique, on peut le dire, elle lui a permis d'accéder à beaucoup plus de possibilités, à beaucoup plus d'évolution professionnelle. Ça a changé son métier, véritablement. La deuxième situation concerne des managers que j'ai récemment accompagnés. Et en fait, ces managers étaient tous d'accord pour me dire que ce qui était pénible dans leur travail, ce qui leur prenait du temps, c'est le reporting. Renseigner des supports, renseigner des fichiers. Et notamment parce que tous les mois, presque tous les mois, ils font des entretiens en tête-à-tête avec leurs collaborateurs. Et en fait, l'IA va les aider grandement. Comment ? Tout simplement déjà en transcrivant
l'entretien qu'ils ont sur un format électronique. Et de ce fait, ça leur permet d'être beaucoup plus focus pendant l'entretien sur le collaborateur, de l'écouter et de ne pas être focus sur sa prise de notes. La deuxième valeur ajoutée de l'IA, elle est dans la synthèse de ces entretiens qu'ils peuvent réaliser et donc avoir un recul sur leurs équipes de façon à pouvoir voir quels sont les points forts, quels sont les risques, les zones d'ombre et en déduire, bien évidemment, des plans d'action et des plans d'accompagnement. Mais ce qui est valable pour en fait, un manager une fois par mois est valable pour une entreprise au niveau national en fin d'année pour synthétiser l'ensemble des entretiens qui ont été faits, pour pouvoir en déduire des plans d'action, une GPEC, et pouvoir accompagner l'ensemble des collaborateurs. Et c'est là où l'IA est intéressante, parce qu'elle est créatrice de valeur. Et quand je dis créatrice de valeur, j'entends par là valeur humaine. Et de ce fait, pour moi, grâce à l'IA, l'entretien annuel, qui jusque-là était un peu obsolète, va reprendre du sens et va être créateur de valeur, et de ce fait, va aussi contribuer à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. Ça me paraît important. Donc moi, je m'appelle Franck Pagny, j'ai créé mon cabinet qui s'appelle Vivement Lundi. Et comme son nom l'indique, la vocation de Vivement Lundi, c'est de créer les conditions pour que les salariés disent Vivement Lundi. Et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises dans les transformations majeures, dont l'IA, et sur la qualité de vie et les conditions de travail. Et j'aide les managers à manager autrement, à mieux piloter, mieux coacher et mieux communiquer, et à renforcer leur efficacité managériale. Je vous disais tout à l'heure, si vous souhaitez avoir le livre blanc que j'ai écrit, il suffit de m'envoyer un mail, franck.pagny@vivementlundi.com, et vous pourrez, j'aurai un grand plaisir à vous partager ce livre blanc, mais je vous redonnerai mes coordonnées tout à l'heure. Alors on va parler du travail réel là. Parce que l'IA n'est plus de la science-fiction aujourd'hui. Elle est dans vos mails, elle est dans vos réunions, elle est dans les analyses, elle est dans les présentations que l'on fait. Et cette présentation, je vais la faire en 3 parties. D'abord, on va prendre un petit peu de recul et je vous présenterai les 4 paradoxes générés par l'IA. Puis on verra les effets de l'IA sur les 6 champs de la QVCT. Et enfin, je vous proposerai 8 leviers pour réussir la transformation IA dans vos organisations. Prenons de la hauteur. 50% des salariés utilisent l'IA dans l'entreprise. Juste une question, qui a utilisé l'IA aujourd'hui ou cette semaine? Vous pouvez lever la main. Bon, ok, on y est. Deuxième question, qui a utilisé une IA sans abonnement ou qui n'est pas officielle? Ok, ouais, on est dans la moyenne, effectivement. Attention, parce qu'un prompt sur 10 contient des données confidentielles ou sensibles. Les salariés qui utilisent l'IA annoncent à peu près gagner 1 heure par jour. Et la bonne nouvelle, c'est que l'IA peut nous faire gagner du temps. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est très, très, très doué pour remplir aussitôt le temps qu'on a gagné, n'est-ce pas? Alors, on va voir dans un premier temps les enjeux de l'intelligence artificielle. Le premier enjeu, je crois, si on prend du recul, c'est l'enjeu de l'appropriation par tous. En effet, je crois qu'il faut être vigilant au fait d'embarquer tous les salariés de son entreprise à un moment donné dans l'utilisation d'une manière ou d'une autre de l'IA et de ne laisser personne sur le côté. Le deuxième enjeu, c'est celui du collectif et du lien social. L'intelligence artificielle peut, à un moment donné, faciliter les échanges ou, à l'inverse, isoler. Et quand j'interviens en entreprise, je vois que le lien social est souvent déjà ténu, et je crois qu'il faut être vigilant à voir comment on peut le renforcer, parce que l'IA peut à un moment donné l'éroder. Le troisième enjeu, c'est celui de la transformation des compétences et de l'accompagnement au changement. Une étude faite pour Davos démontre qu'à peu près 39% des compétences que l'on a aujourd'hui, y compris les miennes, vont être obsolètes dans les 5 prochaines années. Et je crois qu'il convient de se poser la question, comment est-ce que l'on peut développer des nouvelles compétences qui sont indispensables? Le dernier enjeu, non des moindres, c'est celui de la responsabilité et de l'éthique. Et oui, je crois qu'il convient de préserver le sens, de préserver qui décide dans l'entreprise. Je pense que c'est plutôt l'homme, moi, et je pense qu'il faut être aussi attentif à l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Peut-être qu'il convient de poser un cadre,
Mais attention, ce cadre doit être acceptable et accepté. Sinon, il va être vite contourné. Alors, réussir une transformation IA, à un moment donné, c'est peut-être faire en sorte que cette technologie améliore vraiment le travail, nous facilite les choses, plutôt que juste l'accélérer, voire le déshumaniser. Et l'IA, pour moi, elle est réussie si c'est un levier de performance, si c'est un levier de la qualité de vie et des conditions de travail, si elle permet la création de valeur et si on réussit à embarquer un maximum de salariés dans l'aventure. J'aime bien l'IA, je suis un peu geek, hein, donc voilà, j'ai fait un slide, hop, et je l'ai transformé en 2 secondes avec Gemini sous cette forme-là. C'est vrai, ça nous fait des belles images, il faut reconnaître, on aime bien, quoi. Mais pas que. Et oui, parce que l'IA, à un moment donné, vient nous interroger sur la valeur travail. Un salarié me disait, ne dis pas à mon manager que j'ai fait ce travail avec l'IA, il me croit expert sur le sujet. Certains pensent effectivement qu'à un moment donné, un travail qui est fait avec l'IA a moins de valeur que s'il est fait avec du sang et de la sueur et des larmes. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, mais bon. Voilà 4 paradoxes fondamentaux. À un moment donné, je crois que c'est important de se poser les questions et comment adresser ces 4 paradoxes. Le premier paradoxe, c'est le piège temporel. Plus l'IA nous promet de faire gagner du temps, plus le travail risque d'en consommer. Et les interviewés que j'ai pu sur cette étude m'ont tous dit « Ouais, mais c'est génial, l'IA, ça nous fait gagner un temps fou. Ça nous fait gagner lors des entretiens. » Vous aurez le témoignage tout à l'heure de Véronique Henry Bougreau qui ira en ce sens. Ça nous fait gagner un temps incroyable. Mais si l'IA libère du temps sur des tâches répétitives, attention, est-ce que ça veut dire plus de contrôle, plus d'analyse, des objectifs plus élevés, ou plus de recul, plus de sens, plus de liens? Je crois qu'il faut être attentif à l'accélération et à l'urgence et se poser à un moment donné une question, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps gagné? Le deuxième paradoxe, c'est celui de la confiance. Plus l'IA paraît fiable, plus la confiance dans le jugement humain s'érode. C'est vrai, c'est l'IA qui me l'a dit. Eh oui. Est-ce que l'IA, à un moment donné, a prêté serment quelque part? Je ne suis pas sûr. Avec une question qu'un manager me posait, il travaillait dans la maintenance préventive, et il me dit, mais est-ce que je vais prendre le risque de remettre en cause ce qu'a dit l'IA? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y a un risque vraiment majeur ici, c'est que l'IA peut décider à la place et remplacer l'expertise humaine. À quoi je fais confiance? À mon expertise, à ma compétence, à mon expérience ou à l'IA? Là, la question se pose et je pense qu'il convient d'être vigilant parce que pour moi, c'est l'humain au final qui doit décider. Le troisième paradoxe, c'est l'isolement relationnel. Et oui, plus l'IA renforce l'autonomie individuelle, plus le lien collectif risque de s'affaiblir. Ou pas. Carole Agnès, qui est DG de Refins, l'évoquait dans les entretiens que j'ai eus avec elle. Si je demande à l'IA, je ne demande pas à un collègue. C'est clair. Mais en même temps, là je peux citer l'entreprise Cardol que j'ai interviewée, qui me disait, voilà, ou Veolia, nous on a mis en place des communautés de partage transverses grâce à l'IA, et l'IA a mis en relation des personnes qui ne se connaissaient pas. De fait, l'IA peut aussi, à un moment donné, libérer du temps et on peut le consacrer au lien social. Le dernier paradoxe, c'est celui de l'information pour tous. Plus l'information devient accessible pour tout le monde, plus la légitimité des sachants est remise en question. En effet, si tout le monde dispose de toutes les mêmes informations, des mêmes analyses, des mêmes raisonnements produits par l'IA, le rôle, notamment des managers, ne peut plus reposer sur le fait de savoir plus ou savoir plus tôt que les autres. Le savoir n'est plus rare aujourd'hui. Tout est disponible avec l'intelligence artificielle. Ce qui devient rare, c'est quoi? C'est la capacité à interpréter des données, des tableaux, des analyses, des KPI. La capacité à arbitrer, à contextualiser, et puis surtout à assumer la décision qui a été prise. Il faut le reconnaître. Maintenant, je voudrais qu'on voit ensemble les impacts de l'IA sur les 6 champs de la QVCT. Et je vais vous présenter à chaque fois, en fait, d'un côté, les effets positifs,
il y a des effets très positifs, mais je pense qu'il y a aussi des points de vigilance qu'il faut avoir en tête si on veut que l'IA produise aussi un effet sur la qualité de vie et les conditions de travail et ne la dégrade pas. Le premier point, c'est que l'IA est formidable pour automatiser des tâches et de ce fait, automatisant des tâches qui sont répétitives, qui ont peu de sens, elle contribue à redonner du sens au travail. Et c'est une des premières formes de stress que l'on a au travail quand on a un travail qui n'a pas de sens. Le temps dégagé que l'on a peut être consacré pour les clients, il peut être consacré pour ses collègues, pour soi-même, pour ses collaborateurs. L'IA permet aussi une diversification des tâches. Et oui, chez Eurofins, toujours, Carole Agnès le disait, voilà, dans ces équipes, c'est dans le secteur de la chimie, il y a des personnes qui sont chargées de renseigner les données dans des PC. Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, ces personnes vont pouvoir faire évoluer leur métier vers d'autres compétences. Et donc avoir des missions plus intéressantes. Le point de vigilance à avoir, je pense, c'est la surcharge cognitive. En effet, parce que le temps libéré risque d'être réinvesti dans des tâches qui sont plus exigeantes, qui va entraîner, à un moment donné, une surcharge cognitive. Vous savez, ces petites tâches que l'on fait, qui sont assez cool, quoi, ça ne nous prend pas de temps, ça mobilise notre cerveau à 20%, je suis un peu fatigué ce matin, je vais faire ça, c'est cool. Ben oui, mais si l'IA le fait, ça veut dire que vous n'aurez plus 1 heure pour faire ces petites tâches qui nous permettent de nous remettre en route. Donc on va faire d'autres tâches plus exigeantes sur le plan cognitif. Il y a un risque, enfin, de rupture numérique. En effet, il y a des salariés dans une organisation qui sont moins à l'aise, qui peuvent rencontrer des difficultés et ça peut créer des nouvelles inégalités s'ils ne peuvent pas justement accéder correctement à l'intelligence artificielle. Je crois qu'il faut avoir cela en tête. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont tout à fait habituées à ces tâches répétitives, qui vont devoir s'adapter à ces tâches qui sont plus complexes. Il faut avoir en tête que ça peut être un véritable défi pour certaines personnes. Donc, il convient aussi de les accompagner. Voyons maintenant quels sont les effets de l'IA sur les pratiques managériales. Eh bien, l'IA apporte beaucoup aux managers. En effet, elle excelle dans la collecte, la synthèse de données, dans la mise en forme de présentation des supports. Et ça, il faut qu'on reconnaisse, ça libère les managers de ces tâches qui sont parfois fastidieuses. Mais elle peut aller plus loin parce que l'IA peut faciliter la préparation des réunions, le compte-rendu des réunions et les présentations qui sont faites pendant les réunions. Enfin, elle facilite aussi le travail des managers sur une mission qu'on n'avait pas forcément en tête, que l'on pouvait réaliser avec l'IA, qui est de préparer et de simuler des entretiens individuels, et même des entretiens de recrutement. On peut réaliser aussi avec l'IA, comme je vous le disais, une synthèse de tous ces entretiens et voir des choses que nous n'aurions pas pu voir parce que ça nous prenait trop de temps. Avec l'IA, on peut construire un plan d'action et même le challenger. On fait d'abord un plan d'action à la main, on le rédige, on le donne à l'IA, challenge-moi ce plan d'action. Vous allez voir qu'à un moment donné, elle va peut-être voir des zones d'ombre et des liens que nous n'aurions pas vus sans l'IA. Plus prosaïquement et au quotidien, et moi je l'utilise, c'est d'utiliser l'IA pour rédiger des mails avec plus de tact, plus orienté client, plus orienté relationnel, plus chaleureux. De ce fait, si les managers gagnent du temps, eh bien, ils vont pouvoir consacrer plus de temps à l'accompagnement et au coaching de leurs équipes. Et ça, c'est très positif pour la qualité de vie et les conditions de travail. Mais le point de vigilance, c'est que les managers vont devoir manager. Et il faut reconnaître qu'en France, je vous invite à voir le lien avec l'étude faite par l'IGAS sur le fait qu'en France, on était plutôt sous-formés. Les managers sont sous-formés, ne sont pas assez formés. Le temps gagné, de ce fait, des managers, ils disent super, j'ai gagné 20% de mon temps. 20% de mon temps, c'est une journée par semaine. Donc ça veut dire que j'ai une journée par semaine pour plus contrôler mes équipes. Je peux tomber dans le micromanagement de ce fait. Je crois qu'il faut être aussi attentif au fait que l'IA impose, à mon avis, à un moment donné, de former les managers au management, mais aussi à savoir utiliser l'IA pour éviter de tomber dans plus de contrôle. Et ils doivent savoir manager dans leurs 4 missions clés. Le manager pilote de son équipe, le manager communicant, le manager expert et le manager coach de son équipe.
Quels sont les effets de l'IA sur les conditions de travail? Eh bien, encore ici, sur les conditions de travail, il y a des effets qui sont très positifs. Elle permet une meilleure allocation des ressources et des moyens versus les objectifs et les prévisions de production. Je voudrais vous citer là ce qu'a fait un établissement de santé. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé ici. Non? Oui, 2. Dans le secteur de la santé, un hôpital ou une clinique ont mis en place, en fait, les plannings réalisés avec une IA. Et il faut savoir une chose, c'est qu'un cadre de santé, eh bien, il passe 30, 40, voire même 50% de son temps à faire des plannings. Et c'est l'horreur. Parce qu'il faut établir le planning sur les semaines qui sont à venir avec des personnes qui sont là, qui ne sont pas là, des malades, des personnes qui veulent venir mais qui ne viennent pas, et des personnes qui sont disponibles. C'est vraiment, vraiment un travail très fastidieux. Ce n'est pas forcément là où est la valeur ajoutée du cadre de santé, je pense. C'est plus vers les familles, vers les patients ou vers son équipe. Eh bien, ils ont challengé des plannings réalisés avec une IA ou vers des cadres de santé. Et systématiquement, les plannings qui ont été proposés par l'IA étaient plus jugés par des cadres de santé, plus performants, plus compatibles, plus acceptables que ceux qui étaient faits par des personnes humaines. L'IA est très puissante aussi pour déceler, si c'est couplé avec une caméra, sur des postes de travail, les gestes à risque qui peuvent se traduire par des TMS, troubles musculo-squelettiques, ou des accidents du travail. Ce qui a un impact d'abord sur la personne, mais qui a aussi un impact au niveau de l'organisation sur l'absentéisme. Il y a des applications IA qui sont extraordinaires là-dessus. L'IA peut aussi anticiper les risques sur une situation et de ce fait anticiper les risques d'accident du travail. Bon, elle peut aussi aider les équipes à construire et réaliser une étude sur les conditions de travail. Quelques points de vigilance à avoir. L'IA, oui, peut être, attention, une source de risques psychosociaux dus à la surcharge cognitive qui vient d'un travail qui est plus intense, avec une pression à la productivité, voire même avec des objectifs plus élevés. Et de ce fait, il y a aussi une production qui est attendue, qui est beaucoup plus forte. On attend plus des personnes, donc on augmente la charge. Et ça peut se traduire par des risques psychosociaux. Je pense qu'il faut avoir ce point-là en tête aussi. Bon, au-delà de ça, l'IA nécessite un apprentissage, et de ce fait, ça peut aussi générer un stress pour certaines personnes. Mais je crois aussi qu'il y a un point à avoir en tête, c'est que l'IA peut générer un sentiment de perte d'autonomie sur le poste. Je reprends l'exemple tout à l'heure du manager qui est dans la maintenance préventive, et c'est plus lui qui décide, c'est l'IA qui décide. Et il n'y a rien de pire sur un poste que de se sentir manipulé, qui plus est par une intelligence artificielle. Je pense qu'il faut être vigilant sur ce point. Enfin, l'IA peut générer une perte de confiance. C'est vrai que parfois, moi, utilisant l'IA au quotidien, j'en utilise même plusieurs, à un moment-là, je me dis, waouh, c'est pas possible, elle est capable de me faire ça, mais je suis vraiment une quiche, je ne sais pas faire ça, jamais j'aurais eu cette idée-là, elle est vraiment trop forte. Bon. C'est vrai qu'à un moment donné, vis-à-vis de certaines personnes, ça peut se traduire par une perte de confiance. Attention aussi à la fatigue mentale, parce qu'on a une complexification des tâches, on a une surinformation. Déjà, on en avait beaucoup avant, on était dans l'infobésité, là, je ne vous en parle même pas. On a une surinformation, ça peut se traduire par un stress. Voyons les effets de l'IA sur les relations sociales. Alors, je prends les relations sociales au sens global du terme, vous allez voir. Le premier, c'est que toute l'information est disponible pour tous. La convention collective, le droit du travail, les avantages sociaux, les procédures internes. Bien, l'IA il y a des entreprises, je pense aux aéroports de Lyon qui ont mis ça en place, où en fait, les salariés ont accès à tout. Donc de ce fait, s'il y a des personnes qui travaillent dans les ressources humaines ici, ils vont être directement concernés, eh bien les salariés ne vont plus s'adresser à vous, mais vont s'adresser à l'IA pour avoir des informations que je qualifie de premier niveau. C'est comme la maintenance de premier niveau, les premières réponses. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir à son organisation et aux compétences de ses équipes. L'IA peut faciliter le travail avec les partenaires sociaux. Oui, tout à fait. Elle peut aider à la préparation et à la rédaction des comptes rendus avec les CSE. Et parfois, c'est des comptes rendus qui sont un peu significatifs. Elle peut aider à la préparation des NAO.
Oui, tout à fait. Et elle peut même simuler les effets d'une augmentation de salaire sur une partie des salariés, sur l'entreprise et sur sa rentabilité. Ça peut être intéressant en ce sens. L'IA peut aussi, de l'autre côté, de façon plus prosaïque, réduire le cloisonnement. Elle peut favoriser des communautés transverses, proposer des rituels justement auxquels on n'aurait pas pensé, pour mettre en place des challenges de prompt, mettre en place des échanges qui vont favoriser le lien social et les relations sociales. Mais de l'autre côté, attention, parce que l'IA est devenue mon DP et mon DRH, les fonctions RH vont évoluer, devoir évoluer, ça c'est vraiment évident. Elle facilite aussi, à un moment donné, le travail à distance. Et oui, je vais interroger l'IA. Donc si je coupe l'IA et télétravail, de ce fait, je peux être isolé. Et on va avoir moins de conversations spontanées autour de la machine à café, parfois même en visio. Donc ça fait moins de conversations spontanées, ça peut se traduire par moins de cohésion sociale, moins de liens, moins de sentiments d'appartenance à l'entreprise et de conversations qui sont sur la convivialité avec les collègues. Ça, c'est vraiment important, c'est ce qui fait l'attachement aussi à l'entreprise. Et oui, parce que si je demande à l'IA, je ne demande pas à un collègue, c'est clair. Travailler avec l'IA peut altérer les relations sociales, à moins que, c'est le point de vigilance, le temps fléché soit destiné à développer les relations sociales. Quels sont les effets de l'IA sur l'égalité, la diversité et l'évolution professionnelle? Encore une fois, il me reste 5 minutes? C'est vrai? Ouf. Ah bon, alors il faudra que j'aille beaucoup plus vite là. Ok, merci Laurent. L'IA révolutionne le recrutement et les parcours professionnels. Elle peut mettre en évidence des écarts et on va pouvoir identifier les écarts qu'il y a entre certaines populations et renforcer l'équité. L'IA fait ma GPE, c'est ce que me disait une DRH. Elle combine facilement à un moment donné des synthèses des entretiens, la stratégie et les compétences actuelles. L'IA m'a sauvé. Effectivement, l'IA a des effets. On le voit sur des personnes qui sont en situation de handicap ou des non-natifs pour pouvoir utiliser le français. Attention à la fracture. Il y a un risque important de fracture numérique. Il y a une menace potentielle pour les salariés qui sont moins à l'aise avec ces nouvelles technologies. Attention aussi aux juniors. Des entreprises qui disent non, je ne prends plus de juniors. Oui, mais seulement les seniors de demain, c'est les juniors d'aujourd'hui. Donc, peut-être un peu réfléchir à ce point-là. Enfin, quels sont les effets de l'IA sur l'organisation du travail? Eh bien, on assiste à une recomposition des rôles et une montée en compétences des collaborateurs et des services. Les services clients, les services maintenance de premier niveau sont réalisables maintenant par des IA. Donc, il convient à un moment donné de réfléchir à une nouvelle organisation. Mais l'IA se traduit aussi par moins de lourdeur organisationnelle, des process qui sont plus courts. Et ça, c'est très positif. Il y a des points de vigilance à avoir. C'est qu'il faut se poser la question où est la valeur ajoutée de l'homme dans tout ça. Et il y a peut-être une nécessité de repenser les compétences pour pouvoir se focaliser sur la création de valeur. Attention aussi à une injonction, c'est plus d'IA, ça veut dire aussi plus vite. Il va falloir accélérer. C'est ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Il y a une intensification du travail et il y a un risque de déshumanisation et de dépendance vis-à-vis de l'IA. Imaginez que du jour au lendemain, l'IA disparaisse. Dans le contexte actuel que l'on vit, OpenAI, c'est américain, Gemini, c'est américain, Copilot, c'est américain, Mistral qui nous reste. Okay. Troisième et dernière partie, comment réussir la transformation IA? Le premier point, c'est, je pense, vraiment une urgence. Il faut se poser la question, comment est-ce qu'on peut sortir du shadow IA? Laurence Lacombe l'évoque, elle a dit, le shadow IA, donc l'utilisation clandestine de l'IA, sans licence ou d'IA qui ne sont pas officielles, est le symptôme d'un besoin non traité. Et oui, si les salariés l'utilisent, c'est qu'ils en ont besoin. Il faut savoir une chose, c'est que 2/3 des utilisateurs de l'IA en entreprise le font sans licence. Ça veut dire sans abonnement, ça veut dire sans protection. Alors, voyons maintenant 8 leviers pour réussir un projet de transformation IA. Le premier, il est très certainement de définir le cadre et la vision que l'on a. Qu'est-ce que l'on veut faire de l'IA? Définir sa stratégie et construire une feuille de route.
il est aussi de co-construire. Et le mot important là, c'est co-construire, ce n'est pas les règles. Ça doit être fait en collaboration avec les collaborateurs. Les règles dans un cadre et dans une charte qui soit courte. Pas de charte sans sensibilisation. Le deuxième levier, c'est tout simplement en fait, de créer des groupes mixtes de partage. DRH, SI, opérationnel, d'identifier des cas d'usage, de les faire réfléchir et travailler, de mixer les métiers et les statuts. Le troisième levier, eh bien, c'est en fait de donner le pouvoir d'agir et de faire confiance. Toutes les personnes que j'ai interviewées me disent « Faites confiance à vos salariés, donnez-leur des abonnements, faites-les tester l'IA, faites confiance, mais dans un cadre clair. » Le quatrième levier, c'est de former à l'éthique de l'IA, à savoir être sceptique vis-à-vis de l'IA, à raisonner avec l'IA et à se poser la question « Qu'est-ce que je donne à l'IA ou que je ne donne pas et qu'est-ce que je fais de ce que l'IA m'a donné ?» La capacité à raisonner, pour moi, est essentielle. Le cinquième levier, je pense qu'il faut rendre le futur désirable, peut-être en identifiant des effets qui sont déjà positifs, en travaillant sur des cas d'usage qui sont à forte valeur ajoutée. On peut peut-être s'inspirer aussi de ce que font d'autres entreprises. Le sixième levier, c'est de valoriser et d'accompagner. Vous avez forcément dans vos organisations des geeks qui sont à fond sur l'IA. Peut-être que vous pouvez les transformer en référents et ils vont pouvoir partager. Je pense qu'il faut aussi, s'il y a des geeks, être attentif à ceux qui doutent ou ceux qui ont des craintes, ou ceux qui sont sur le côté, pour voir comment on peut les faire monter dans le train de l'IA. Et je crois qu'il faut être aussi vigilant à embarquer les managers et à les former, parce que ce sont eux, les pilotes, qui vont faire réussir le projet IA, ou pas. Peut-être que vous pouvez aussi favoriser les partages transverses et organiser des groupes de partage de pratiques, organiser des défis ludiques. À un moment donné, je crois qu'il faut dédramatiser ce que peut faire l'IA et beaucoup jouer sur la dimension ludique de ce que peut faire l'IA et puis mutualiser les cas d'usage. Et dernier levier, et non des moindres, c'est d'évaluer globalement les effets de l'IA produits dans l'entreprise. Quels sont les effets sur la QVCT, sur les indicateurs de la QVCT, par un questionnaire quantitatif ou qualitatif? Quels sont les effets de l'IA sur les KPI de l'entreprise? Est-ce qu'on a gagné en productivité, en fidélité, sur la marque employeur? Quels sont les effets de l'IA sur l'absentéisme et sur le turnover? Ça peut être intéressant pour pouvoir avoir des métriques et pour pouvoir décider derrière. En conclusion, pour moi, il y a 4 conditions pour... ah oui, ça c'est ce que j'avais fait sur les 8 piliers. C'était plus sympa que ce que j'avais fait, j'ai trouvé. En conclusion, je crois qu'il y a 4 conditions pour réussir la transformation l'IA. C'est une tarte à la crème, mais c'est évident. Il faut placer l'humain au centre. Effectivement, la stratégie IA doit viser à améliorer la performance, mais aussi la qualité de vie et les conditions de travail. Je pense qu'il convient d'anticiper les 4 paradoxes, de se poser ces questions et de voir comment on y répond, d'avoir une gouvernance partagée, d'être ensemble pour réfléchir à l'IA, et puis d'investir dans l'accompagnement. La formation ne peut pas se limiter au côté technique. Si les projets se plantent, ce n'est pas par des problèmes techniques, c'est plutôt par les problèmes qui sont humains et un manque d'accompagnement et des résistances. L'IA, la formation et l'accompagnement doivent inclure l'éthique, l'esprit critique, de nouvelles façons de collaborer et de manager avec l'IA. Pour terminer et conclure, la bonne question à se poser, c'est pas qu'est-ce que l'IA peut faire pour nous. Super, il y a un Nano Banana qui m'a fait un truc trop génial, regarde, ça c'est du gadget. La bonne question à se poser, je crois, c'est qu'est-ce que nous voulons faire de l'IA. Si vous souhaitez échanger, donc voici mon mail, franck.pagny@vivementlundi.com. Et pour recevoir le livre blanc, il suffit de scanner le QR code avec vos téléphones. Hop, vous aurez automatiquement un lien vers mon email. Vous me dites, ouais, je veux bien recevoir ton livre blanc si tu veux, et je vous l'enverrai dans la foulée. Normalement, le lien fonctionne. Je vous le laisse. Voilà. C'est bon ? Merci. Je vais inviter les témoins maintenant. C'est des entreprises qui vont venir partager leur retour d'expérience. Ils vont dans un premier temps présenter très rapidement qui elles sont, et puis on va leur poser des questions, et puis ensuite, à la fin, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc on passe à la deuxième phase, là où on va voir les témoignages d'entreprise. Merci beaucoup à vous d'être là. Donc peut-être d'abord commencer à présenter votre organisation et un peu aussi où vous en êtes, enfin, ce que vous avez fait en termes d'IA, ce que vous avez à nous présenter. Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole la première. Allez, on fait dans ce sens-là. Bonsoir à Delphine tous. Savoie. Voilà, donc moi je suis Delphine Savoie, je suis la DRH du groupe ABO, qui est un groupe français mais aussi un groupe international. On est 1700 aujourd'hui dans le monde entier. Voilà, j'ai à la fois des sociétés commerciales et des sociétés industrielles. On en reparlera peut-être, et il y aura peut-être des questions autour de ça, parce que l'IA dans les usines, c'est un peu différent encore que dans les organisations commerciales. Voilà, on est un groupe qui pèse plusieurs centaines de millions d'euros. Et mon parcours, ça fait 25 ans que je fais des RH. On va dire que je suis une pure experte, c'est comme ça qu'on nous nomme sur LinkedIn. Dans des groupes d'abord de conseil, puis en temps partagé, et puis depuis 3 ans donc, dans ce groupe qui s'appelle donc ABO. Voilà. Véronique Henri Bougreau, vous verrez, donc on a choisi volontairement des secteurs, des activités complètement différentes, et puis vous verrez aussi qu'on a choisi volontairement de mélanger à la fois les RH et puis la direction générale, parce que parmi les questions qu'on aura, c'est l'IA, est-ce que ça vient de la DG, est-ce que ça vient de la RH, est-ce que ça vient des deux? Franck nous a dit de toute façon qu'il fallait une gouvernance partagée, donc là on posera la question à la fin. Donc là, Véronique Henri Bougreau, vous plutôt direction générale, CAF, donc un peu de présentation là-dessus, même si je pense que pas mal de monde connaissent la CAF quand même. Oui, et peut-être même mon nom parce que je signe toutes les notifications, donc c'est possible. Oui, donc Véronique Henri Bougreau, moi je suis directrice générale de la CAF du Rhône. Donc la CAF du Rhône, c'est un organisme privé, il faut le savoir, mais chargé d'une mission de service public. C'est 1000 salariés pour la CAF du Rhône et c'est 2,5 milliards de prestations légales qui sont versées uniquement pour le territoire du Rhône. Un peu plus de 300 millions également d'action sociale, puisque de là des prestations légales que vous pouvez connaître, peut-être s'il y a des étudiants, il y en a beaucoup qui vont de l'aide au logement généralement. On a toute une politique d'action sociale visant à soutenir les partenaires sur les territoires autour de la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'animation de la vie sociale. Donc une grosse boutique qui se veut tout sauf vieille, moche et ringarde. Et parfois, ça peut venir aussi du DG, la curiosité intellectuelle. Et je vous parlais de ma curiosité pour l'IA tout à l'heure. Donc ça, on va en parler après. Alex Roulet sur Aiming. Exactement, bonsoir à tous. Alors effectivement, moi je fais partie du cabinet de conseil Aiming, donc je suis responsable RH et chargée du développement de la stratégie RH pour Aiming. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Aiming? On est 1600 collaborateurs au niveau groupe, plus de 900 en France. Notre rôle est d'accompagner les entreprises à créer de la valeur. Comment? Sur la partie financement de l'innovation, financement des projets, mais aussi optimisation de leur démarche en ressources humaines. Et on va voir comment, de l'intérieur, pour les 900 collaborateurs Aiming France et les 1600 au niveau groupe, eh bien, l'idée est peut-être partie des RH. Donc voilà pour une première présentation. Et donc là maintenant, on va aller sur qu'est-ce que vous faites en IA, où est-ce que vous en êtes, comment c'est arrivé. Et puis peut-être donc, Véronique Henri Bougreau, la CAF, comment est-ce que c'est arrivé? Vous êtes monté à Paris, vous avez dit il me faut absolument de l'IA. Racontez-nous. Alors nous, on a un réseau, il y a 35 000 collaborateurs, 101 CAF, et on a une petite capacité d'autonomie quand même au niveau des dirigeants. Et moi, j'ai une curiosité intellectuelle, je suis un peu geek. Et l'IA, il y a quelques temps de ça déjà, voilà, j'avais envie de voir ce qu'il y avait derrière. Donc en fait, j'ai commencé à m'intéresser. Puis au niveau national, au niveau de la Caisse nationale, ils ont appelé en fait 4 CAF dans le réseau pour être pilote et avoir des licences Copilot Pro. Donc là, je ne suis pas montée à Paris, mais j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé une copine à la Caisse nationale. Je dis il faut absolument que j'y sois. Voilà. Donc on a eu une dizaine de licences Copilot Pro. Et puis je me suis dit bon, il faut vraiment que je forme mon codir à ça. Il faut que je les emmène dans ma curiosité parce que le DG c'est bien s'il s'intéresse à l'IA, s'il s'intéresse à plein de choses, mais s'il est tout seul, en fait, ça ne fait pas une politique dans une caisse. Donc en fait, on a une démarche un peu par cercle concentrique comme ça, et je me suis dit, il faut déjà que je commence par le codir. Donc ils m'ont dit, oh là, ça y est, elle a encore une lubie, elle a encore trouvé un truc, voilà. Et puis je les ai fait former, en fait, on a fait une petite journée comme ça de formation.
Et puis ils se sont dit, ah, finalement, c'est quand même pas mal. Donc, on a eu cette expérimentation qui s'est mise en place. Et puis, du coup, on s'est dit, bon, on ne peut pas le déployer comme ça. Nous, il y a 1000 salariés, ça ne s'improvise pas. Donc, en fait, on a fait une chefferie de projet. Voilà, on a monté un vrai projet. Il ne faut pas que je dise de bêtises parce que mon chef de projet, il est ici, je le vois. Donc, si je dis une bêtise, je suis grillée à jamais dans la CAF. Donc, on a fait une chefferie de projet et on s'est dit, bon, comment on va déployer ça, comment on va l'utiliser intelligemment. Et surtout, comment on va faire que, justement, nos données, parce qu'elles sont hypersensibles, nos données. Hein. Nous, on a la vie des gens, en fait, hein, dans nos bases. Donc, comment on fait en sorte que, justement, nos salariés ne commencent pas à utiliser n'importe quel outil et ne commencent pas à mettre des données de nos allocataires sur ChatGPT ou toute autre IA. Donc, en fait, on a tout de suite travaillé sur une charte assez courte, voilà, Franck, que vous disiez tout à l'heure, assez courte, où on a dit, voilà, ça sera uniquement Copilot, parce que nous, on travaille avec la suite Office. Donc, tous les salariés de la branche famille et tous ceux de la CAF du Rhône ont la suite Office. Et donc, on a un tenant sécurisé qui nous permet quand même, effectivement, d'avoir des licences, même si ce ne sont pas que des licences Copilot professionnelles. Et donc, on a effectivement ciblé en disant maintenant, on utilise uniquement cet outil-là. Et si vous voulez utiliser un autre outil parce qu'il ne répond pas, vous passerez par le chef de projet. Donc, on a fait cette charte-là en disant de toute façon, c'est aussi l'humain qui prime. Vous l'avez dit, Franck. Hein, voilà, c'est l'humain qui prime. Attention. Donc, on a travaillé sur l'art du prompt et on a fait en fait un petit livret, notamment donc, voilà, Sébastien a fait un petit livret très très simple. On s'est fait aider parce qu'on n'est pas des spécialistes. On s'est fait aider et donc on a commencé donc à déployer ce projet. Et là, on a formé nos managers, des experts, des assistantes. Et puis, on a continué comme ça donc, à sensibiliser. Et on s'est dit, en fait, il nous faut des ambassadeurs. Donc, on a formé une douzaine d'ambassadeurs pour toute la CAF qui sont au service des services pour justement répondre à leurs questions sur l'IA. Puis ensuite, on s'est dit, on va travailler par besoin métier. Parce qu'en fait, de quoi ils ont besoin, nos agents? Donc là, on a pris des métiers, les métiers du juridique, les métiers du contrôle, parce qu'on a des contrôleurs, évidemment, pour la véracité des droits, les métiers des assistantes, les métiers de la com. Et on a fait des ateliers où on est allé chercher les besoins. Puis avec cette même société qui nous accompagnait, et ben là, on a commencé à faire des POC, les Proofs of Concept. Je le prononce très mal, hein, mais c'est bon, vous connaissez les POC. Et là, on en est à se dire, voilà, on a 6 POC. On en a 2, on sait qu'ils ne vont pas aboutir. On en a 2, on va les ajuster un peu. Puis on en a 2, on va les déployer. Alors, on fait des cafés. Sébastien fait des cafés IA, il fait des sensibilisations. Moi, on a formé, plutôt Sébastien, il a formé les 12 directeurs des CAF de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour sensibiliser. Puis, on a travaillé avec notre centre de ressources. En fait, on fait du déploiement petit pas par petit pas, petite victoire par petite victoire. Et moi, aujourd'hui, l'IA, je l'utilise tous les jours. Hein. Je disais à Franck tout à l'heure, je suis en plein recrutement d'un directeur général adjoint. J'avais fait mon appel à candidature. Je lui ai plutôt demandé au RH de passer 3 heures à me faire une grille d'entretien qui, en plus, n'allait pas me convenir. J'ai mis effectivement mon appel à candidature dans l'IA. Je lui ai dit, voilà, je veux qu'il me fasse ça, ça et ça en grille d'entretien. En 2 minutes, c'était fait. Je me suis dit, il est super fort. Voilà. Je l'utilise tout le temps. Je l'utilise effectivement. Il n'y a pas très longtemps, on a une vie de réseau. Et bon, j'animais un groupe de directeurs, comme ça, autour des sujets un peu stratégiques de la branche famille. On m'avait donné un fichier Excel pour aller prendre des notes. Enfin, moi, je ne sais pas faire des notes sur un fichier Excel, donc j'ai commencé à gribouiller un peu partout. Puis je me dis, mais comment je vais faire un compte-rendu de ce truc? C'était absolument impossible. Je ne voyais même pas par où le prendre. Alors, j'aurais pu prendre une photo, mais j'écrivais trop mal pour ça. J'ai repris toutes mes notes. Je lui ai dit, bah, fais-moi un compte-rendu. Et là, je lui ai dit, waouh. En 3 minutes, il m'a fait un truc, il m'aurait fallu 2 heures pour le faire. Donc, je me suis dit finalement, j'aurais été capable de le faire, mais il le fait bien mieux que moi. Donc ça, c'est devenu moi, mon quotidien, et j'essaie de déployer en fait cette envie, tout en gardant un cadre hyper sécurisé pour les données allocataires. Voilà, j'ai peut-être un peu longue, mais j'ai essayé de... Voilà. Je fais juste le lien donc, avec la présentation qu'on a vue que Franck a commencé par faire en disant, Franck a dit, utilisez vos geeks pour en faire des ambassadeurs. Évidemment, quand la geek, c'est la DG, c'est plus facile. Mais non, mais comme ça. Je souligne, je commence déjà ma synthèse, mais parce que je souligne, là, la formation commence par le CODIR. Je pose juste la question, sur quelle autre politique RH, les premiers formés, ça a été le CODIR? Au hasard, je prends l'entretien annuel d'évaluation, là. Est-ce que votre forme... Enfin bon, hein, là, on a des facteurs clés de succès qui me semblent pas si souvent que ça réunis dans les politiques RH. Moi, je suis assez preneur de commencer par former le CODIR, on en reparlera ensuite. Pour rebondir, pour continuer, Delphine Savoie, ABO, je redis là, vous savez que Delphine, elle est plus du côté RH, mais néanmoins, vous, c'est aussi partie
du côté DG. Enfin, racontez-nous ça un peu. C'est pas le DG qui a demandé. Enfin, racontez-nous ça. Donc effectivement, nous, c'est aussi parti côté DG, même si ça faisait un petit moment qu'on sentait bien que le shadow IA, et j'aime bien l'idée, était extrêmement présent dans l'entreprise. On va pas se mentir, il y en avait déjà beaucoup qui avaient des licences ChatGPT gratuites sur leur téléphone, qui commençaient déjà à essayer. Moi, dans ma propre équipe, commençais déjà à avoir pas mal d'intentions sur le sujet. Je rappelle que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Non, mais c'est ça l'idée. C'est que les données, il y a quelqu'un qui les utilise quelque part. Donc là, on est il y a 2 ans à peu près en arrière. Donc on commence à avoir des comités de direction, on commence à discuter de tout ça. Mon DG qui commence à aussi se renseigner sur le sujet. Nous aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai mon réseau, on commence à se renseigner, qui connaît un peu tout ça. Puis on se rend compte que les données sensibles, on se rend compte qu'on a énormément de commerciaux qui commencent à l'utiliser. Je vous rappelle, un commercial, il a des tarifs, il a des plein de choses, parce qu'on ne parle pas de données sensibles personnelles, mais quand on a des brevets, quand on a des notions commerciales qui vont commencer à partir chez des concurrents potentiels, on ne va pas se mentir, là ça commence à secouer un peu les DG. Donc ce qu'on a commencé par faire déjà, nous, c'est de comprendre déjà qu'est-ce que c'était que l'IA. En fait, avant de se poser la question de qu'est-ce qu'on pourrait lui demander, on a déjà commencé à savoir ce que c'était, parce que bien plus largement, l'IA, c'est pas que ChatGPT, c'est pas que Copilot. Donc on a commencé par se faire accompagner par une start-up française qui est à Lyon et qui a commencé à regarder quels étaient nos besoins, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qui était l'IA, et on a eu tout un round avec le comité de direction pour comprendre comment ça marchait, et on s'est rendu compte effectivement que ce n'était pas que ChatGPT, que dans tous nos outils, moi j'utilise, je ne sais pas s'il y a des DRH autour dans cette salle, mais moi je l'utilise pour tous mes ATS, on l'utilise pour nos domaines de formation, etc. Donc on a déjà des IA intégrés, et là on s'est rendu compte que sur nos métiers on fait beaucoup de cotations, parce qu'on installe du matériel sportif dans des salles déjà existantes ou à créer, et on fait beaucoup de cotations. On s'est rendu compte qu'on avait ça, la maintenance préventive dans nos usines dont on pouvait avoir besoin, etc. Donc le champ des possibles était absolument immense. Ils nous ont montré aussi ce qu'on pouvait faire dans l'IA aussi militaire. Enfin, on s'est rendu compte que c'était bien plus large que ça. Et il a fallu ensuite faire un entonnoir. Et avant de charter tout ça, il a fallu déjà savoir ce que nous, on voulait en faire, qu'est-ce qu'on voulait utiliser, quel type d'outils. Il fallait faire du test and learn. J'ai 50 sociétés réparties dans le monde entier, parce qu'on parle de QVCT, mais c'est très peu en Chine, finalement, et très peu dans certains pays. C'est très franco-français. Donc il fallait embarquer tout le monde aussi sur le sujet. Et il fallait savoir par quoi est-ce qu'on allait commencer. Donc on a déjà commencé par ça. On n'est pas très charte. On travaille avec des toutes petites structures, qui sont complètement indépendantes les unes des autres. Je ne suis pas du tout un groupe intégré. Je n'ai pas un chapeau et tout le monde en dessous. Donc il fallait aussi qu'on puisse s'adapter au pays et à la taille de mes boîtes. Elles font entre 10 et 150 personnes. Donc ça ne marche pas du tout de la même manière. Donc on a commencé par faire ça. Donc on n'est pas aussi abouti que sur la CAF, mais on est en ongoing process. On a commencé à faire des choix, déjà les choix des outils. On est aussi sur la suite 365, donc on a fait le choix avec les salariés. On parlait tout à l'heure de co-animation, de co-construction. Donc on a fait des choix dans certaines sociétés de prendre du Copilot, d'autres du ChatGPT, d'autres tests aujourd'hui des outils de cotation ou de la maintenance préventive. Donc plutôt que d'harmoniser, on a commencé par faire test and learn, et on a commencé à regarder où étaient nos besoins. Et justement, pour répondre à la question, à ce moment-là, on en est à qu'est-ce qu'on peut demander à l'IA et comment est-ce qu'on peut l'utiliser au mieux. Et on a pris des licences payantes. On a arrêté, je ne le pense pas vraiment à 100% le Shadow IA, mais on a commencé à équiper un peu nos équipes, et on a formé les comités de direction, parce que c'est par eux que ça commence dans les sociétés, et un peu de la même manière en leur expliquant ce que c'était et la sensibilité des données. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. On va beaucoup en parler ce soir, mais sur Shadow IA, là, donc les usages incontrôlés et incontrôlables en partie de l'IA. Là, ce qui est intéressant, donc, vous voyez avec le contraste des deux structures, c'est que c'est pas du tout les mêmes données. D'un côté, c'est des données commerciales, brevets, etc. De l'autre côté, c'est plutôt des données personnelles des bénéficiaires, etc. Mais on a la même problématique. Je reviendrai après, mais je pense, je commence déjà ma synthèse. Mais non, c'est quand même intéressant. Et Franck, tu l'avais un peu évoqué. Il y a quand même différentes IA, un peu intuitivement. On a beaucoup parlé d'IA générative, mais toi, tu avais parlé des aspects logistiques. Là, on est dans les usines, etc. Peut-être qu'on élargira un petit peu sur les différentes formes d'IA, parce que l'impact sur les métiers et sur les compétences n'est pas le même en fonction de l'IA dont on parle. Alix Roulet, à la fois, on parlait un peu de là où vous en êtes sur l'IA, mais allez glisser doucement sur qu'est-ce qui est le plus difficile, qu'est-ce qui accroche le plus dans cette transformation-là
donc chez Aiming. Tout à fait. Alors, effectivement, vous l'avez très bien dit, et Véronique et Delphine, l'important, c'est d'être entouré et de structurer la démarche. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Après, à chaque entreprise de choisir comment elle va s'entourer, comment elle va structurer la démarche. Vous avez évoqué chacune comment vous avez approché le sujet en interne. Vous m'entendez bien ? Oui, là c'est mieux. Ok. Vous avez évoqué donc chacune comment vous avez approché le sujet en interne. Chez Aiming, notre approche, pour permettre aux aimers de s'emparer du sujet de l'IA, en fait, notre approche, ça a été d'être dans une dynamique résolument positive. Déjà, dans un premier temps, c'est de dire qu'est-ce qu'on a envie de faire de cette transformation et comment est-ce qu'on veut permettre à nos salariés de se dire je vais gagner. Franck, vous parliez de gains en QVCT. En fait, notre optique, ça a été de dire d'abord, on se met tous autour de la table, la DSI, on met aussi des partenaires externes, je veux citer par exemple Bancast, on met aussi le CODIR autour de la table et des early users parce que, comme vous l'expliquiez, avant même de construire une stratégie IA, vous savez que dans vos effectifs, il y en a qui l'utilisent et il faut capitaliser là-dessus et donc avoir une dynamique positive. C'est de là qu'on est parti, en disant Human Driven, AI Powered. Qu'est-ce qu'on va faire de l'IA ? On va permettre à l'humain d'être encore plus expert et de capitaliser sur les données que vont lui apporter les outils de l'IA. En partant de là, et ça remonte en 2023, eh bien, on a construit notre politique à la fois pour la DSI, en s'hébergeant sur des sites sécurisés, parce que ça, c'est aussi une donnée qui est clé. Qu'est-ce que je fais de la donnée ? Comment je fais pour que mes collaborateurs sachent que leur expertise va être maintenue ? Qu'est-ce qui fait que demain, vous allez venir solliciter Aiming pour avoir des conseils sur vos RH, pour avoir des conseils en innovation ? Il faut qu'on garde notre expertise et pourtant, il faut capitaliser sur l'IA. Donc, on a travaillé sur ces sujets et peut-être, Ewan, pour répondre à cette question, le point justement d'ancrage, c'est rester dans un ramp-up, dans un développement de l'utilisation de l'IA en interne et rester en regardant ce qui se fait à l'extérieur. Ne nous focusons pas que sur ce qu'on a développé en interne. Par exemple, des outils, oui, on en a développé, mais regardons ce qui se fait à l'externe, consultons les autres, parce que c'est comme ça qu'on restera dans la course. Et ça, c'est l'un des enjeux. Je n'ai pas entendu tant que ça de points difficiles. Est-ce que Véronique Henry-Bougreau, à la CAF, qu'est-ce qui est difficile dans la transformation IA ? Ce qui est difficile, nous, c'est la donnée. C'est vraiment la peur de mettre des données sensibles. Nos salariés, ils sont extrêmement sensibilisés, évidemment, hein, parce que on le sait, la fuite de données chez nous, c'est dramatique. Donc, je crois que c'est vraiment la question de est-ce que si j'utilise l'IA, c'est bien sécurisé ? Est-ce que je fais bien les choses ? Qu'est-ce que j'ai le droit de mettre ? Voilà, dans mes prompts. Et puis, c'est la question de l'emploi. C'est de dire aussi, mais attention, si effectivement l'IA le fait à notre place, qu'est-ce qu'on va devenir demain ? Est-ce qu'évidemment, on va garder notre job, sachant que, comme dans tout service public, de toute façon, on sera plutôt sur une diminution des emplois, de toute façon, quoi qu'il arrive, IA ou pas IA. Et en fait, l'IA, moi, je le vois plutôt comme une opportunité peut-être d'alléger, mais on en parlera peut-être sur la QVCT, d'alléger des tâches justement un peu répétitives et d'avoir en fait davantage de valeur ajoutée pour la partie conseil envers nos allocataires. Donc, on essaie de rassurer sur le fait qu'aujourd'hui, l'IA ne prend pas la place. Voilà, l'IA va améliorer ce qu'on fait, va nous permettre peut-être d'avoir davantage de valeur ajoutée. Mais après, la question de la donnée, elle est hyper sensible et du coup, la branche famille travaille sur une IA souveraine. Okay. Tout à l'heure, vous disiez effectivement, nous on est aujourd'hui soumis au modèle Microsoft, Office. Et si demain, Microsoft décide d'augmenter les licences et de multiplier par 2 le prix de la licence, c'est vrai que la branche famille va se retrouver quand même, on a des fonds publics, ça va être une difficulté. Ou si effectivement, en fonction de la géopolitique actuelle, il y avait quelques difficultés, nous on est hébergés, on a beaucoup de choses effectivement sur un cloud, même si le tenant est sécurisé, aujourd'hui nous, la branche famille travaille sur une IA souveraine. Elle est vraiment dans cette logique-là. Ça va arriver, ils ont commencé en 2026, ça va se développer sur 2027, et on aura des prochains produits assez rapidement qui seront peut-être pas aussi efficaces que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui nous permettront quand même peut-être d'être davantage sécurisés. Juste pour revenir sur la donnée, parce que tout à l'heure, Delphine Savoie nous a dit on n'est jamais sûr d'avoir fait complètement disparaître la Shadow IA. Vous en êtes où là, à la CAF là-dessus ? Vous avez... Alors, il y a des employés dans la salle, on peut leur demander. Non, on peut demander à Sébastien, mais je pense qu'on a tellement insisté. La déontologie chez nous et la protection des données, au-delà de l'IA, c'est une vraie question. Et elle est au cœur de notre règlement intérieur. Enfin, ils savent très bien ce qu'ils risquent. Et je pense qu'il y a peut-être plus d'excès de prudence que de gens qui vont aller effectivement mettre n'importe quoi sur l'IA.
Mais donc ça, en fait, c'est un élément culturel quasiment Oui. dans l'organisation, Oui. cette protection Oui. des données, et donc les salariés savent que l'IA fait peser un danger là-dessus, une menace, quoi. Alors, justement, on explique ce qu'on peut mettre ou pas, et le chef de projet est à disposition de tous les salariés s'il y a un doute. C'est-à-dire qu'on dit bien, si vous avez un doute, vous posez la question, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a des ambassadeurs IA dans les services, vous posez la question. Et après, si c'est OK, bingo, vous y allez. Mais ça permet effectivement de se rassurer. Il y a des référents à qui on peut s'adresser si j'ai un doute sur Oui. une question que je peux poser. Oui, on a 6 directions de branche chez nous. Il y a 1000 salariés à la Cave du Rhône. 6 directions de branche. On a fait 2 ambassadeurs par branche. Ils sont repérés. Voilà. Ils continuent de se former. Je veux bien rebondir d'un mot sur la charte, on l'a évoqué tout à l'heure, vous aviez ça. Delphine Savoie, chez ABO, vous en êtes où là-dessus? Vous ne vouliez pas forcément trop réglementer les pratiques. Enfin, racontez-nous, vous avez une approche un peu en douceur, enfin... Alors, je ne sais pas si c'est en douceur, c'est le choix qu'on a fait de ne pas forcément légiférer. Encore une fois, c'est la structure qui veut ça. C'est-à-dire qu'en fait, ABO est une holding et les sociétés sont indépendantes. Donc, on a laissé plutôt le choix aux sociétés, effectivement, de traiter les choses, sans compter qu'on a quand même déjà bien insisté sur la donnée sensible et qu'effectivement, en termes de déontologie, on voit bien que les choses sont en train de changer. Mais légiférer, charter, on ne peut pas dire légiférer, mais charter sur quelque chose qu'on ne maîtrisait pas nous-mêmes, on ne l'a pas senti. Voilà, donc je comprends les sociétés qui l'ont fait. Peut-être que demain, j'y arriverai et qu'on le fera. Mais c'était compliqué de trier les informations dans tout ça. Voilà, donc on a préféré effectivement parler de ça ouvertement, faire des choix en disant on va payer vos licences, voilà, ça existe, on va vous former à... On sait qu'on a de la donnée sensible. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on l'a imaginé, plutôt que de charter. Je me souviens lors des entretiens qu'on a eus pour réaliser cette étude, vous m'aviez dit, et ça m'avait marqué, l'IA, en fait, on peut l'utiliser si on est responsabilisé. Ouais. Il fallait responsabiliser les personnes sur la capacité à raisonner, ça m'avait marqué, et d'être dans une logique de test and learn. Ouais. Ça aussi, ça m'avait touché. Vous pouvez nous en dire un mot? C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Le test and learn, c'est ne pas imposer, mais c'est choisir en fonction du besoin, c'est regarder en fonction de la taille des structures, les pays dans lesquels on est. On n'a pas du tout les mêmes appétences et choix. Aujourd'hui, la capacité de raisonnement, et on y reviendra certainement sur la QVCT tout à l'heure, mais moi je considère aujourd'hui que nos enfants utilisent déjà l'IA de manière quasi native et que le raisonnement, on doit leur apporter c'est notre rôle ou notre devoir de leur apporter ce raisonnement. Mais j'ai des salariés qui ne sont pas étudiants et dont c'est aussi la nécessité de raisonner autour de ça. Je pense que c'est plus facile pour un adulte qui a déjà travaillé depuis un moment sur son raisonnement. Un jeune adulte, il va falloir le former à ça. Et de dire que ça n'existe pas, et je me tourne vers vous aussi, responsables éducatifs, ça n'a aucun sens aujourd'hui, aucun sens. Donc pour moi, le raisonnement, c'est ce qu'il va y avoir de primordial. On a formé sur le prompt, et je reviens complètement Véronique. Le prompt, c'est intelligent en fait. Et ça doit être cette capacité de raisonnement autour du prompt qui doit être notre leitmotiv, c'est-à-dire qu'on doit être complètement focusé là-dessus. Et donc c'est ça où moi je dis, aujourd'hui, c'est notre responsabilité aussi dans les entreprises que de ne pas en faire un secret, d'arrêter les shadows et de se dire que c'est là et qu'il va falloir qu'on le fasse aussi bien que les entretiens annuels, aussi bien que les compétences managériales qu'on doit développer, et ainsi de suite. Donc le raisonnement, pour moi, c'est la clé de tout. Je pense qu'on y reviendra dans le débat sur charte, comment on organise, comment on oriente les comportements. Alix Roulet, peut-être un mot sur les enjeux là, de cette transformation IA. Après, on va arriver sur QVCT vraiment, là, mais peut-être un mot sur les enjeux. Oui, c'est un point qui est important, les enjeux de l'IA. Vous l'évoquiez, on parlait de prompting. Il y a une dimension qui est plus large, c'est comment on accompagne la transformation des métiers. L'un des enjeux, c'est d'aller plus loin. On ne veut pas seulement apprendre à nos salariés à prompter. D'ailleurs, ils le savent de mieux en mieux. Maintenant, on veut les entraîner à... Justement, Franck, vous l'évoquiez, travailler leur esprit critique, travailler leur capacité de créativité. Ça, c'est un des enjeux parce qu'effectivement, on ne peut pas tout déléguer à l'IA et permettre aux générations futures, comme à celles actuelles, de maintenir leur créativité en utilisant les outils. Ça, c'est un des enjeux sur lesquels il faut travailler. Une fois qu'on a pu permettre cette notion d'acculturation, cette notion de prompting, comment on va accompagner la transformation des métiers? On va permettre aux salariés de grandir en sachant qu'ils vont devoir continuer à mobiliser leur créativité. Et pour ça,
une suggestion, c'est associer effectivement des démarches de formation avec des partenaires externes sur l'utilisation de l'IA, mais associer aussi des démarches de formation pour stimuler l'esprit critique et la créativité, parce qu'on ne veut pas que nos cerveaux deviennent paresseux. Ça, c'est un enjeu. Je pense d'avance aussi un peu la synthèse là, mais Franck l'avait évoqué, cette différence entre les jeunes qui arrivent et puis les plus anciens qui ont eu le temps finalement de construire leur expertise, leur esprit critique, etc. Comment est-ce qu'on construit cet esprit critique, cette expertise au temps de l'IA? Ça, c'est une question qu'on débattra. Sur QVCT, Delphine Savoie, c'est vous peut-être un peu... alors Franck, il a bien montré qu'il y a plusieurs domaines et puis à chaque fois, il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. L'IA, ça peut être de la surcharge mentale, ça peut être aussi du gain de temps, etc. Peut-être un mot là-dessus, votre expérience sur IA et qualité de vie au travail? Alors, j'illustrerai pour moi aussi l'IA avec mon équipe. Parce qu'il y a une chose qui n'a pas été évoquée dans les slides, donc, que je fournis là, c'est aussi la taille des équipes avec lesquelles on travaille. On dit ça va faire gagner du temps, ça va faire perdre du temps, ça va peut-être faire perdre des emplois, etc. Il y a une notion aussi, pour moi, pas de remplacement, mais vraiment d'aide au quotidien sur une équipe petite dans un environnement assez grand. Moi, je me suis rendu compte que toutes les tâches répétitives, même si ça fait poser un peu le cerveau, il y a parfois aussi une question juste de taille d'équipe qui fait que l'IA nous aide de manière absolument significative sur un certain nombre de sujets. Encore une fois, je disais tout à l'heure que les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui, et moi en tant que professionnel RH, j'utilise tous les jours de l'IA, que ce soit ChatGPT, mais aussi des outils RH, de la formation, des outils de recrutement, où je peux utiliser l'IA à l'intérieur. Donc tous ces outils de travail, pour moi, ça rentre complètement dans la QVCT. Ça nous a permis de déstresser sur un certain nombre de choses pour aller plus vite. Ça nous a permis de pouvoir nous reposer aussi sur des choses qu'on a testées, retestées, pour savoir ce qu'ils nous racontaient. C'était à peu près correct, parce que ça aussi, on essaye aussi dans mon équipe de le faire. Et tout ça, avec cette notion de test and learn, ça nous permet aussi de transposer, de diffuser, d'en parler aux managers, de donner des trucs et astuces aussi là-dessus. Et tout le monde fait un peu ça aussi de cette manière-là. Ça n'empêchera pas que les personnes sur certaines tâches très répétitives, nous on a eu énormément de questionnements concernant les comptables. Par exemple, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais quand on parle de tâches répétitives, là pour le coup, on en a beaucoup. Et c'est sur des métiers comme ça, d'administratif, où les gens ont pu se sentir un peu en danger, ça a forcément des conséquences, mais en montrant que ça pouvait aussi faire des tâches à plus forte valeur ajoutée et que ça ne faisait pas perdre de travail aux gens, ça a permis aussi un peu de déstresser. Et moi, j'ai des équipes en usine, pas que dans les bureaux. Et la maintenance préventive, honnêtement, quand on parle de QVCT, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez fait des tests dans ceux qui sont dans les entreprises à l'étranger avec des usines, mais des mecs avec des téléphones portables qui sont capables de montrer où est la panne sur une machine et que quelqu'un est capable de leur répondre n'importe où dans le monde au moment où ils ont un problème. Honnêtement, c'est vraiment assez incroyable. Donc sur la QVCT, aujourd'hui, on a intégré aussi une société depuis la fin de l'année, puisqu'on avance dans nos réflexions, qui est une société qui fait de l'IA. Mais l'IA aussi rapportée au matériel sportif, donc de la VAR. Pour ceux qui aiment le foot, il y en a beaucoup, je pense, dans la salle. Avec la CAN, ça a été chaud quand même, la VAR. Voilà, et donc la VAR qui nous permet aujourd'hui à plusieurs donc c'est que de l'IA à l'intérieur et qui nous permet plusieurs choses. La première, donc comme vous le savez, donc l'utilisation sur les terrains de foot, c'est le plus connu là-dessus, mais pas que, puisqu'en fait ça permet aussi ce qu'on appelle les contusions sur des terrains de rugby notamment, parce que c'est un gros cœur de métier, de voir où est-ce que l'impact s'est fait sur un joueur et de pouvoir effectivement prévenir le médecin qui est en bord de touche et de pouvoir effectivement anticiper un problème qui a pu y avoir sur un joueur. Et ça, c'est à l'infini. Donc sur des métiers comme les arbitres de touche ou autres types de métiers, l'IA va faire des miracles aussi par rapport à ça. Donc c'est assez extraordinaire à mon sens. Ah, ça, c'est des applications auxquelles on ne pensait pas. Hyper concrètes.
Véronique Henri Bougreau, peut-être sur le QVCT, sur l'exemple de la CAF. Je dis juste un mot parce que vous aviez commencé à l'évoquer, toutes les entreprises qui sont très fières là, de dire qu'elles ont licencié des salariés à cause de l'IA ou grâce à l'IA. Je dis, c'est quand même con, vous auriez pu les utiliser pour quelque chose de plus intéressant, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que le temps qu'on gagne sur le traitement des données, si on l'utilise pour le conseil aux bénéficiaires, peut-être que c'est pas plus bête. Enfin, dites-nous un mot là-dessus sur QVCT et IA. Nous c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on peut s'alléger en tâches répétitives, rébarbatives, ennuyeuses, en fait, c'est là-dessus qu'on a travaillé dans nos ateliers. C'est-à-dire en disant, mais qu'est-ce qu'on peut s'alléger qui n'a pas de valeur ajoutée? En fait, bon, alors certes, par moment, on a une demi-heure, une heure où on fait des choses répétitives, ça ne fait pas de mal au cerveau, ça repose. Mais il y a tellement d'autres choses à faire. Il y a tellement de choses plus intéressantes où on peut donner un petit peu plus de sens quand même à son emploi, que tout ce qui peut effectivement être rébarbatif, si on peut le passer avec de l'IA, moi je trouve ça parfait. Alors pour nos agents, mais même pour les dirigeants. Moi je relis systématiquement tous les comptes rendus de CSE ou de conseil d'administration. Comme je suis assez sensible à la syntaxe, l'orthographe, la grammaire, parfois, je trouve que c'est pas très bien rédigé. Donc, j'y passais des heures. Et maintenant, je m'embête plus. Par moment, quand il y a un truc un peu tarabiscoté, en plus c'est très politique, les conseils d'administration, je fais réécrire avec Copilot, puisque c'est intégré dans Word. Il me fait ça, je dis, oh, qu'est-ce que c'est bien. Et hop, je passe. Et je gagne un temps, mais extraordinaire. Voilà. Donc, moi, pour ma qualité de vie, je prends l'exemple, on était avec Maëlle, il n'y a pas si longtemps que ça. Maëlle, c'est mon attaché de direction, on devait écrire à des maires sur des questions d'implantation territoriale. Maëlle arrive en disant, regardez, j'ai fait un courrier pour le maire de telle commune. Elle avait passé quand même pas mal de temps dessus. Puis bon, on devait le faire pour une autre commune. J'ai dit, on va demander à Copilot. Je l'ai mis. Il me l'a fait en 2 minutes, Maëlle. Même pas. Et je l'ai signé. Et il a parlé avec mes mots. Donc moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis, alors, je vais juste dire un mot là-dessus parce qu'on va beaucoup en parler. Le gros point que je veux souligner, c'est que par contre, il y avait une expert qui relisait le courrier de Copilot. J'aurais été incapable de savoir si ça, on pouvait l'envoyer. Oui. C'est ça qui est important, ne pas oublier qu'il y a une experte, vous, qui va relire tout ça. C'est-à-dire que je vais pas demander à quelqu'un qui ne sait pas faire de faire un courrier à un maire sans qu'effectivement j'ai relu jusqu'à la virgule. Mais il l'a fait très bien. Voilà, et on a gagné du temps. Et puis, je trouve qu'il y a aussi une question finalement de reconnaissance et de fierté, parce que nous, c'est la Sécu, la CAF. Voilà. Donc la Sécu, c'est pas le truc super, voilà, c'est pas super sexy. Donc, quand on est petit, je le disais il y a pas très longtemps, on se dit pas tiens, je vais travailler à la Sécu quand je serai grand. Bah non, c'est pas vraiment. Alors qu'il y a des métiers super intéressants, ça je vous le dis, moi je m'éclate tous les jours. Mais voilà, c'est pas le truc super sexy. Mais si, en fait, finalement, on est très moderne. Tout à l'heure, on en parlait en aparté avec Franck. Franck a découvert le monde des CAF. Il a découvert un monde à part, en fait. Il pensait justement que ça pouvait être un peu, pas moche et ringard et vieux, mais bon, voilà, il ne s'attendait pas à ça. Et finalement, c'est une sorte de fierté que de dire et de valoriser aussi la CAF, parce que moi je publie beaucoup sur LinkedIn, etc., et de valoriser une branche de la sécurité sociale dans ce qu'elle fait. Et je trouve que pour les agents, c'est aussi une forme de reconnaissance. Voilà, une forme de fierté, se dire, en fait, on travaille avec les outils qu'ont les entreprises. Voilà, on n'est pas en retard. Parfois même, on peut être en avance. Donc je pense que dans la QVCT, il n'y a pas que la condition de travail, il y a également la fierté qu'on peut avoir. Voilà, nous, on a la fierté du service public, de la mission de service public, mais on veut être un service public moderne. Et ça, je pense qu'en termes de QVCT, ça peut être intéressant. Puis je vais m'arrêter parce que je suis une très bavarde. Je souligne ça, mais parce que Franck l'avait déjà dit, ce que je trouve intéressant dans vos 2 exemples, là où vous êtes vraiment en QVCT, c'est des choix de l'organisation, c'est des choix de la direction. On aurait pu faire autrement, on aurait pu faire différemment, etc. Donc il y a certaines CAF qui ne sont pas du tout allées pour le moment, parce que ce n'était pas le truc des directeurs. Alors maintenant, la branche famille y va, donc ça va se faire. Mais nous, on a souhaité avoir un quart d'heure d'avance sur le sujet. Voilà, parce que ça me paraissait hyper important. Et un quart d'heure de moins sur Shadow IT. Alors on arrive doucement vers la fin. Peut-être Alix Roulet sur quel conseil donner. Alors on a pensé au DRH parce qu'on est IA et RH. On a tellement parlé des DG que peut-être ça peut glisser aussi sur des conseils de DG. Mais donc voilà, des organisations qui iraient vers l'IA, qui iraient vers moins de Shadow IT, vers la transformation IA. Quel conseil on peut leur donner
Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Alors, c'est une bonne question. Ce qu'on peut peut-être se dire, à la faveur de tout ce qui vient d'être partagé là ce soir et de nos différentes expériences, c'est qu'effectivement, premier conseil à donner, allons-y très vite, ne tardez donc pas. Effectivement, apparemment, et c'est issu du livre blanc de Franck, il n'y a qu'une entreprise sur 10 qui s'est lancée sur le sujet de l'IA et 4 sur 10 qui va profondément dans l'accompagnement des salariés, dans la transformation de leur métier avec l'IA. N'attendons pas. Entourez-vous de tous les interlocuteurs justement pour construire une stratégie IA et peut-être aussi garder un brin d'optimisme pour pouvoir conduire la transformation des métiers. Gardons un brin d'optimisme, allons-y. Je crois que ça a été vraiment partagé par tous ce soir. Mais effectivement, s'il y a un conseil à donner, c'est d'avancer et aussi d'aller voir les entreprises, justement, parce que je pense qu'on est tous prêts à partager. On sait que c'est une technologie nouvelle. Comme lorsqu'il y a eu énormément de réticences au moment, et ça va remonter dans le temps, où Gutenberg a inventé justement l'imprimerie, il y a eu un mouvement de panique parce que tout s'est transformé sur la communication. Et pourtant, les choses se sont transformées, les métiers aussi, et les humains ont grandi. Donc, c'est peut-être ce qu'on peut proposer pour accompagner ceux et celles qui sont là ce soir. Donc, à destination des DRH, allez-y, enthousiasme. Et... Là, bon, Franck avait souligné qu'il pouvait y avoir des risques quand même, mais là, on les a oubliés. C'est pas grave, on en parlera après. Et non, quand même un peu comment mitiger ces risques, comment on peut éviter ça. La stratégie est s'entourer des interlocuteurs, travailler sur le sujet de la gestion de la data. Il y a 2 écoles, effectivement en open source ou alors en s'appuyant sur l'interlocuteur. Nous, c'est ce qu'on a fait chez Aiming. On a choisi de s'appuyer sur AWS par Amazon parce qu'on a considéré que c'était la solution pour sécuriser nos données. Et ensuite, on a créé nos outils d'IA internes. Donc c'est comme ça qu'on a fait ce choix-là. Pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas perdre du temps sur les innovations. Le risque en hébergeant soi-même son IA, c'est que, ça, comme vous l'avez dit aussi, ça avance tellement vite et que du coup, on perd quelque part ce train d'avance qu'on a pu prendre. Donc ça a été un choix. Et donc si on veut prendre en considération les risques, c'est effectivement de construire cette stratégie et à un moment de décider, vous l'avez dit. Donc à un moment, il faut décider et continuer d'avancer dans cette dynamique-là. Merci pour ça. On arrive doucement vers la fin. Est-ce que vous voulez, on va devoir passer la parole à la salle aussi, etc. Mais est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot, dire un dernier élément, rebondir sur quelque chose où on a fait pas mal d'éléments comme ça? Non, je trouve qu'il ne faut pas avoir peur, quoi. Il faut oser. Voilà, et puis c'est le test and learn, quoi. C'est-à-dire qu'on y va, puis ça ne fonctionne pas, voilà, on a fait des POC, il y en a qui ne fonctionnent pas, on arrête, mais on teste, voilà, et on voit ce qu'on en tire. Ce n'est pas la solution idéale, ultime, mais on ne peut pas vivre sans. Donc je crois qu'effectivement, avant que finalement le monde nous l'impose, autant qu'on aille le chercher. Ouais, moi je conclurai aussi là-dessus, hein, c'est l'anticipation. Hein. Plus on y est dans l'anticipation, et mieux ce sera pour nous tous en fait. DRH ou DG, hein. Je pense que ça ne s'oppose pas du tout. On est tous embarqués dans la même aventure là, et il faut y aller. Et puis, moi, je rejoins ce qui a été dit, et notamment le test and learn, qui est en tout cas nous, notre manière et notre process de comment on l'a fait. Quand ça marche pas, on arrête, on refait autre chose. Enfin, allons-y. De toute façon, on y est déjà dedans. C'est parti, quoi. Ouais. Loin devant. Merci beaucoup pour ces échanges. C'était vraiment très clair. Merci. Merci. Donc là, il était prévu que... J'aurais dû faire ça enregistré par l'IA, puis l'IA m'aurait proposé une synthèse, c'est ça? Il était prévu que je fasse une petite synthèse. Je vais surtout l'utiliser, je pense, pour ouvrir un peu les questions du débat. J'ai déjà commencé un peu à faire des éléments de synthèse. Moi, dans ce que j'ai entendu, que j'aime beaucoup, là, l'histoire de commencer par former le codir, puis l'autre chose qu'il y avait, c'était répondre aux besoins des salariés. J'étais en train de me demander, il y a un paquet de politiques RH qu'on n'a pas construit comme ça, en fait. Est-ce que... alors j'aime bien que pour l'IA, on ne reproduise pas les erreurs du passé, mais j'achète, donc on en discutera, mais ça me semble intéressant de penser la politique RH comme ça, à partir des besoins des salariés, puis en commençant par convaincre et faire appliquer la direction générale. Deuxième petite chose de synthèse, alors j'ai déjà évoqué, mais le fait que Franck, sur l'IA, identifie systématiquement des points positifs et des points négatifs. Je te reprends, des points positifs et des points de vigilance. Ah oui, c'est vrai.
C'est l'aspect marketing RH, excusez-moi. C'est point de vigilance, les défis, les choses à améliorer. C'est comme ça que tu dis ? J'ai vécu 10 ans au Québec, donc ça, on est point de vigilance. Parce que ce que je trouvais, ce que je trouvais intéressant, c'est que comme il y a le positif et puis les points de vigilance, ça veut dire que vous avez le choix à chaque fois. Enfin, moi, je trouve ça génial. Hein. Ça veut dire que sur chacune des dimensions, vous choisissez la colonne de gauche ou la colonne de droite. Vous, les DRH, les DG, etc., tout le monde. Donc, enfin, ça, je trouvais ça vraiment très, 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 très intéressant. Je liste des éléments. On verra si on arrive dans le débat, à rentrer un peu en détail là-dessus. Le fait, on l'a évoqué là, avec ABO tout à l'heure, le fait que derrière le terme IA, il y a sans doute plein d'IA qui se cachent. Et ça vaut le coup d'aller préciser un peu de quoi on parle. Parce que ça ouvre le champ des possibles. Hein. Ce qu'on a raconté sur la VAR, c'est pas du tout la même chose que ChatGPT ou Copilot ou des choses comme ça. Donc, allez regarder un peu de quelle IA on parle. On l'a évoqué aussi rapidement, on va voir si on arrive à y revenir dans le débat, la perception des salariés sur l'IA. Moi, je trouve ça absolument incroyable, le nombre de gens qui me disent « l'IA va me remplacer ». Et puis quand on regarde concrètement ce qu'elle fait, oui, elle fait des super petites vidéos. Moi, j'ai beaucoup aimé les slides que tu as fait avec l'IA. Mais sauf que Franck, tout le contenu, c'est toi qui l'avais mis. Donc, je parle à mes étudiants, il faut mettre du contenu avant de passer par l'IA, parce que sinon... L'IA vous donne tout le temps les mêmes conneries. Pardon, j'ai pas dit ça. Mais non, mais c'est exactement ça. Si tu n'avais pas eu tes 8 leviers, si tu n'avais pas eu ton analyse, le slide, il aurait juste été vide. Donc c'est bon. Je suis très frappé par ces aspects-là. De l'IA fait peur. L'IA paraît tellement intelligente. Et puis quand on regarde ce qu'elle fait des choses très bien, mais elle est loin de faire toute seule les choses. J'ai évoqué tout à l'heure. Il faut une experte qui relie le courrier pour la mairie, parce que moi, j'en ai aucune idée de ce que c'est qu'un bon courrier pour une mairie. Et puis donc ça, c'est vraiment. Je liste, on n'arrivera peut-être pas à débattre de tout. J'aime beaucoup le questionnement sur à quelle sauce nos juniors vont être mangés avec l'IA. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de tâches relativement simples qui permettaient de construire l'expertise. Si ça, on le donne à l'IA, et pourquoi ne pas le donner à l'IA ? Comment est-ce qu'on devient expert si on n'a pas les marges de l'escalier, si elles ont disparu ? Et puis peut-être je vais terminer juste, comme ça il y a du temps pour le débat. Ouais, c'est ça, c'est parfait. Je vais terminer avec ça parce que la recherche, parfois, ça sert à quelque chose. Lewin disait, il n'y a pas rien de plus utile qu'une bonne théorie. J'ai déjà la réponse à une des questions que Franck a posées dans son rapport. On ne verra pas d'impact de l'IA sur la productivité du travail. On ne le verra pas, ça s'appelle paradoxe de Solow, on l'a montré depuis les années 80 avec l'informatisation. Pourquoi ? C'est exactement ce que vous avez dit. Parce que les entreprises, elles ne vont pas attendre, elles ne vont pas rester avec la même organisation en disant « Ah bah tiens, j'ai de l'IA, tant mieux, et ça va m'améliorer la productivité. » Les entreprises vont utiliser le temps libéré pour faire autre chose. Alors après, si elles font bien les choses, ça va être du temps qui crée de la valeur ajoutée. Si elles ne le font pas bien, elles vont juste licencier le monde et puis on sera très content. Je prends un exemple parce que le paradoxe de Solow, donc ça a été montré, c'est vraiment Solow. Il dit je vois des ordinateurs partout, mais il n'y a pas d'impact sur la productivité. Et l'exemple qu'on peut prendre qui est facile, c'est chez les banques. Certains d'entre nous ont l'âge de se souvenir que fut un temps, on allait au guichet demander des billets. Alors c'était pas des euros, c'était des francs. Et aujourd'hui, ça n'a plus aucun rapport avec ça. C'est-à-dire que l'informatisation des banques, que ce soit les distributeurs automatiques, etc., ont permis aux guichetiers à la banque de faire bien d'autres choses et nous vendre plein d'autres produits complètement indispensables, parce que tous les produits qu'on nous vend sont toujours indispensables. Mais vous voyez que les banques sont pas... Donc là, sans doute qu'avec l'IA, c'est la même chose qui va se passer. C'est-à-dire que, comme vous l'avez présenté, les organisations vont être profondément transformées. Par contre, on ne va pas pouvoir voir en regardant juste des statistiques de productivité, parce que les métiers, les emplois, les organisations vont évoluer. Donc voilà, j'aurais plein d'autres choses que j'aurais pu dire. C'est mon boulot d'être payé à parler, ça c'est vraiment, j'ai vraiment bien choisi mon boulot. C'était juste quelques éléments pour lancer le débat. Je pense maintenant qu'on peut ouvrir le débat avec la salle. Revenez sur les sujets qui vous intéressent, les sujets on n'a pas creusés. Allez-y. Alors il y a des micros peut-être à faire passer, parce que c'est quand même mieux pour qu'on entende au fond. Merci. Oui, peut-être un mot, vous vous présentez, juste peut-être dire, si vous le voulez, quelle organisation, juste un mot, et puis après poser votre question. Donc moi je suis salarié, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable, donc j'ai fait de la comptabilité. Et j'avais deux questions. Donc la première, c'était effectivement donc l'impact, l'utilisation de l'IA dans le travail des salariés, des employés au quotidien. Donc ça améliore, ça permet une rapidité dans les tâches.
une amélioration. Mais est-ce qu'on travaille toujours le même temps, donc pour faire plus, ou au contraire, est-ce qu'on va aller plus vers une réduction du temps de travail? Parce que pour moi, je le vois plutôt dans ce sens-là pour l'IA. Enfin, mon point de vue, c'est que l'IA devrait permettre à l'être humain de mieux travailler en lui octroyant du temps libre et donc en ayant une vie privée beaucoup plus enrichissante, ce qui fait qu'il sera nettement encore plus efficace dans le monde du travail. Est-ce qu'on peut... Voilà. Et votre seconde question, comme ça on... Oui, et ma deuxième question, c'était donc l'investissement dans l'utilisation des IA. Le poids de l'investissement, qu'est-ce que vous attendez en retour? Quel est le retour sur investissement de tout à l'investissement en IA? Première question sur qu'est-ce qu'on fait du temps libéré, etc. Est-ce qu'on va enfin arrêter de travailler? Alors, moi, j'avoue que c'est pas mon débat. La négociation des temps de travail à l'échelle nationale et à l'échelle de la convention collective de la branche famille et de la Sécu, je ne rentrerai pas sur ce débat-là parce que si effectivement on peut gagner du temps, l'idée n'est pas évidemment de combler, mais l'idée c'est d'avoir effectivement une valeur ajoutée supérieure dans ce qu'on fait. Moi, je pense, voilà, côté CAF, on passe beaucoup de temps à de la production de droits, c'est-à-dire qu'on traite des droits. En revanche, on a aussi également beaucoup de gens qui viennent nous voir. Il y a des délais parfois d'attente pour prendre des rendez-vous. Et si je peux mettre davantage de personnes à faire du conseil allocataire, à recevoir des allocataires qui ont des besoins spécifiques, plutôt que de traiter de la donnée qui peut être traitée par l'IA, je le ferai. Parce que là, je serai dans ma mission de service public, d'accompagner effectivement les usagers sur leurs besoins réels. Et je sais qu'aujourd'hui, sur les questions d'accueil physique, d'accueil téléphonique, on n'est pas forcément au rendez-vous de ce que demandent nos allocataires, parce qu'on traite des données, parce qu'on traite des dossiers, et ces dossiers nous prennent énormément de temps. Si l'IA nous permet de réduire le temps sur la gestion pure des dossiers, je pourrais mettre du temps sur la relation de service. Et cette relation à l'usager dans le service public, pour moi, elle est fondamentale. Et c'est là qu'effectivement, je trouve que l'investissement financier a tout son retour si on peut avoir un service public de meilleure qualité et adapté vraiment aux besoins de nos allocataires. Je veux bien essayer de répondre à votre question, connaissant un peu le monde des experts comptables. C'est clair que le temps de travail global ne va pas évoluer. Par contre, le travail sera fait mieux et ces tâches qui étaient jusque-là répétitives vont pouvoir être allouées à plus d'expertise et moins de comptabilité, plus de relations clients, plus de conseils clients et moins de synthèse et de production comptable. À mon sens, pour votre métier dans l'expertise comptable. Mais c'est valable également dans d'autres métiers. Effectivement, tout ce temps économisé va pouvoir être consacré à passer plus de temps avec ses clients, avec ses collègues, avec ses collaborateurs, ou tout simplement pour soi-même à se former. Il y avait une seconde question. Est-ce qu'on vous la rappelez peut-être votre question? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Forcément, bien sûr. Enfin, si on investit dans les sociétés, si on met de l'argent pour acheter des licences, etc., c'est qu'on espère en tout cas un rapport, enfin un retour sur investissement sur ce qu'on aura investi. Comment ? Pour l'instant, très honnêtement, moi, j'ai pas encore ce retour-là et je sais pas encore. On a installé, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on n'en est ni au début, mais ni non plus très avancé. C'est-à-dire que là où il faut garder de l'humilité, c'est que on investit. Et moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui à quand je vais pouvoir avoir le retour sur investissement. Ce que je sais, en tout cas, c'est que les salariés sont beaucoup plus libres parce qu'on leur a dit utilisez-le. Et que du coup, sur cette utilisation, je sais dire que je suis beaucoup plus confortable et que les salariés le sont également. Parce qu'on a complètement enlevé ce côté caché qui aujourd'hui ne sert à rien. Donc l'investissement, pour moi, déjà, il est là. Le retour sur investissement, moi, je le vois déjà dans mon équipe. Et j'ai pris cet exemple tout à l'heure. J'ai une toute petite équipe. Je le vois au quotidien. J'ai une notion de retour sur investissement qui est dans la réactivité. Grâce à l'IA, on va pouvoir répondre plus rapidement à nos clients sur des projets, sur des propositions. Et il se fait dans le gain de temps que l'on a, alors qu'avant, dans la rédaction d'un document pour leur envoyer ou pour leur envoyer un devis, j'ai un exemple d'une entreprise qui reçoit des demandes de prix sous tout format, écrit sur un post-it, un fax, un mail, une demande de prix. La réactivité était longue avant, il fallait au moins une semaine. Maintenant, ils réagissent en 24 heures, ils scannent, l'IA fait le devis et l'envoie directement. Et là, ils ont gagné en réactivité. Ça, c'est un exemple de retour sur investissement. Il y a une question là-bas. Oui, bonjour Marie, moi je suis étudiante en IAE, Executive Master Innovation Management des projets complexes.
Je voulais revenir sur un mot qui a été lâché à un moment donné. Vous avez parlé d'IA souveraine. Et je voulais avoir un peu une ouverture sur l'IA souveraine. Comment vous la voyez? Et surtout, l'IA souveraine, c'est une IA que vous faites vous-même. Et donc, comment vous l'entraînez? Et pour l'entraîner, comment vous captez le savoir, et notamment le savoir tacite des gens qui l'alimentent? Alors, je ne sais pas si Sébastien, vous avez des éléments peut-être... Sébastien, qui travaille en fait avec la Caisse nationale sur ce sujet, puisqu'en fait on est associé, étant donné qu'on est un peu en avance à la Cave du Rhône. Donc on a la chance que Sébastien, notre chargé de projet IA, travaille avec la Caisse nationale, notamment sur l'IA souveraine. Donc Sébastien, je peux vous laisser répondre peut-être. Je peux vous donner quelques éléments. Après, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais oui, une IA souveraine. Alors, moi, j'aime bien l'appeler IA de confiance, parce que souveraine au sens éthique du terme, c'est assez compliqué quand même aujourd'hui. Donc j'ai entendu parler tout à l'heure de Amazon. Nous, le choix qui a été fait au niveau de l'hébergeur, c'est un hébergeur français qui s'appelle OVH. Et on choisit en fait un modèle d'IA, un LLM, ce qu'on appelle un LLM. Et là, du coup, l'IA qui a été identifiée, l'IA générative, c'est l'IA de chez Mistral. Donc, j'ai entendu parler tout à l'heure. Donc, le chat, si vous avez l'habitude de l'utiliser. Et du coup, on a la maîtrise du LLM. On peut le changer si on le souhaite. On a surtout la maîtrise de l'hébergeur. Et j'ai entendu l'entraînement. On a aussi la maîtrise sur quel dataset on positionne donc dans ce RAG, ce qu'on appelle un RAG, pour qu'il puisse être personnalisé par rapport à nos besoins. Et nous, ça va nous permettre, en plus de faire un copilote bis, si je peux dire ça comme ça, de faire des IA métiers, parce qu'elles vont pouvoir directement attaquer ce LLM pour travailler dans nos données allocataires, par exemple. Merci. Une question là-bas. Allez-y. Bonjour, Stéphane Rose, donc je travaille dans le conseil. J'avais la question sur les emplois, puisque quand on parlait tout à l'heure sur la question sur les métiers d'expertise comptable. Je pense qu'aujourd'hui, je dis n'importe quoi, je ne sais pas s'il y a 2000 experts comptables en France qui traitent une donnée comptable qui ne va pas être plus importante après et avant. Donc il y aura forcément, je ne sais pas moi, la moitié peut-être des experts comptables qui vont disparaître, ou des emplois dans l'expertise comptable, puisqu'on va pouvoir faire 2 fois plus dans le même... dans le même temps, ou faire dans le même temps, voilà. Donc je pense qu'il y a un problème d'emploi et de projection d'emploi. Qu'est-ce qu'on va faire des emplois? Alors, on n'est pas inquiet, puisqu'il y a beaucoup de transformations qu'on a vécues dans les 10 dernières années, 20 dernières années, depuis 50 ans, qui font que on trouve toujours des nouveaux emplois. Mais ça pose la question quand même dans les entreprises, qui elles ne sont pas malléables à merci. Donc comment on accompagne ça? Parce que ça va assez vite, hein. Enfin, la particularité de l'IA, c'est par rapport aux anciens, c'est que tous les mois, enfin moi qui l'utilise aussi, on est bluffé, la performance s'améliore, c'est impactant, ça nous fait changer nos pratiques, ça nous interroge sur comment on le fait, ça nous interroge sur la relation qu'on a avec nos partenaires, nos clients, nos collègues, etc. Et donc je pense que l'enjeu majeur, c'est quand même d'accompagner cette transformation en profondeur, qui n'est pas juste un outil, qui change notre façon d'être au travail. Je pense que ça, c'est un enjeu qui nous attend. Et là, on n'est qu'au début. Enfin, je pense qu'on n'a pas touché le mur encore, hein. On est en accélération. Le choc, il peut être brutal si on ne s'y prépare pas. Alix Roulet, chez Heming. Oui, monsieur, c'est intéressant ce que vous évoquez sur cette crainte finalement que beaucoup peuvent partager, c'est la crainte de perdre son emploi. Et quelles sont les solutions auxquelles on peut réfléchir pour pouvoir éviter cette crainte? Eh bien, peut-être, je vous invite effectivement à chercher des formations pour vos collaborateurs, pour vos équipes, qui vont être vraiment appréciées en fonction de votre métier actuel. Ça, c'est un vrai enjeu. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas envie d'apprendre aux salariés à prompter. Faites venir des partenaires externes. Il y en a. Et effectivement, ça vaut le coup de aussi vous épauler auprès des OPCO. Nous, c'est comme ça qu'on a travaillé. On s'est épaulé des OPCO pour aller chercher des organismes qui étaient bien prescrits et donc aussi cofinancés. C'est l'occasion aussi de faire des économies sur la formation. Ça, c'est important. Et donc, avec ces organismes externes qui peuvent venir, je peux vous en citer un qui s'appelle par exemple Bancast, que nous, on a mobilisé et qui aujourd'hui est prescrit par l'OPCO pour toutes les entreprises de conseil. Eh bien, cette structure nous permet d'aller auprès de chaque business line, auprès de chaque métier. Vous êtes sur la partie expertise comptable, on l'a fait avec nos équipes finances. En fait, c'est de voir avec ceux qui font le métier, et peut-être aussi pour vous, madame, aujourd'hui, ceux qui font le métier d'aujourd'hui, leur mission, leurs actes métiers, comment l'IA
peut les aider à gagner du temps et ensuite travailler avec eux sur qu'est-ce qu'on va faire de ce temps qui est développé. Comment vous pouvez être plus proche de vos clients, comment vous pouvez améliorer votre analyse et donc vous différencier des autres cabinets d'expertise comptable. Et là, du coup, on donne une dynamique et le salarié se dit, en fait, j'ai gagné en compétences et je vais plus vite que mes confrères sur le terrain. Juste pour rebondir d'un mot sur cette question des emplois, parce que c'est toujours la remarque qu'on fait, etc. Et les experts comptables, en plus je peux prendre ce cas particulier-là, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont en difficulté, en tout cas le métier bouge, parce qu'ils sont beaucoup plus sur le conseil pour les entreprises, ils passent moins de temps à faire tourner les chiffres. Donc que l'IA aide un peu sur les chiffres et puis qu'ils puissent dégager du temps sur le conseil, on est plutôt sur une solution. Mais alors, comme on l'a dit, il faut former, etc. C'est des choses... Il y a eu ça, c'était il y a 10 ans déjà, qu'on a dit arrêtez de former des radiologues parce que l'IA va lire les clichés. Mais accessoirement, les radiologues ne font pas que lire des clichés. Parfois, ils ont des vrais patients en face d'eux à qui ils doivent expliquer ce qu'ils ont vu sur les clichés. Donc non, c'est juste pour dire que cette question des emplois est toujours complexe parce qu'on a toujours très peur. Et en fait, quand on regarde le travail concret, souvent l'IA peut prendre certains aspects mais pas d'autres. Il y avait d'autres questions, Jean. Oui. Hop, je me lève. Bonsoir, Audrey Biard. Je suis à mon compte en accompagnement à la transformation des organisations et des équipes. Merci déjà pour la table ronde et tous vos témoignages et inputs. J'avais une petite question. On parle de peur, on parle d'émotion. Essentiellement, on a parlé beaucoup de conduite du changement en fait, à travers donner du sens, former les gens, bien communiquer, les sensibiliser, les cafés IA, voilà tout ça. Par contre, on parle aussi d'émotions de peur, de déni, d'inquiétude, de joie parfois, ceux qui sont enthousiastes. Est-ce que vous avez dans vos entités mis des cellules ou des temps de partage, d'expression des émotions, en tout cas de former vos managers à aussi laisser place à cette notion d'émotion qui est assez forte dans le cadre de l'IA? Merci. Alors, c'est pas dans ce cadre-là, j'allais dire qu'on a, nous, un parcours de formation de nos managers autour, effectivement, de postures managériales et notamment du management qu'on appelle attentionné. On a, tout à l'heure, je crois que Franck mettait le manager pilote, coach, etc. On a 5 postures managériales sur lesquelles on a travaillé à la Cave du Rhône. Ces postures, il y a des attendus managériaux et on a commencé par former le CODIR. Je redis parce que c'est un peu ma démarche systématique, mais c'était intéressant que effectivement le CODIR soit dans les premiers groupes formés autour de ces attendus managériaux. Et dans ces attendus managériaux, on a notamment ce management attentionné où on sort d'un management effectivement extrêmement, unilatéral et il y a une règle et on l'applique. Et sur un management qui va justement chercher le besoin, l'attente, les particularités des agents, y compris dans leurs émotions. Alors, je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais cette écoute, l'écoute active, on la travaille avec les managers et par exemple cette année, on va enclencher tout un travail autour de la communication non violente pour travailler aussi avec nos managers sur ce sujet-là. Et en fait, on va former la totalité de la communauté managériale. On la forme sur 3 ans en fonction des besoins qui ont été repérés sur la base d'un autodiagnostic par rapport à ces attendus managériaux. Donc on a tout ça pour dire qu'on a une forte attention auprès de nos managers pour que ceux-ci soient une écoute et en écoute active auprès de nos salariés, de nos collaborateurs. Pour compléter, alors peut-être que Delphine, tu as aussi des sujets autour des émotions, mais pour compléter déjà, merci beaucoup de poser ce sujet-là, en fait, qui sur cette notion d'émotion, cette notion de risque, de santé mentale finalement, sur la capacité à exprimer ses émotions en entreprise. C'est un sujet qui est plus large que l'accompagnement à la transformation de l'IA, parce que c'est un sujet global. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui la charge de l'entreprise et les réalités auxquelles on est confronté. Et ça, effectivement, vous avez raison de dire que ça va emmener de nombreuses émotions pour les managers, mais aussi pour tous les salariés. Donc, ce qui est intéressant dans votre question, et effectivement, on peut peut-être le partager, c'est qu'au-delà du projet de transformation avec l'IA, au-delà du projet d'accompagnement par expertise métier, c'est important, et Véronique, tu le citais, de développer des programmes. Et par exemple, chez Aiming, nous, on a mis en place un plan qu'on appelle un plan CARE, où en fait, on l'a appelé comme ça parce qu'on l'a nommé en disant prendre soin de soi et des autres, avec cet aspect sur bien gérer sa charge mentale et émotionnelle, justement, accompagner les managers, mais permettre aussi aux salariés de se former pour être secouristes en santé mentale, pour savoir s'écouter et pour pouvoir qu'ils soient collaborateurs, salariés,
assistantes ou même membres du CODIR qui soient attentifs à cette notion de gestion des émotions. Mais on a encore beaucoup à progresser et ça, on en a bien conscience et c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher, tout comme il ne faudra pas lâcher le projet de l'IA. C'est les deux choses. Sur ce sujet, je crois qu'il y a un point qui est important. Effectivement, il y a des geeks qui sont à bloc et là qui ont des émotions très très positives et c'est génial. Mais je crois qu'il faut être aussi, effectivement, vous avez raison, attentif à ceux qui doutent, à ceux qui ont des craintes, ceux qui peuvent être sur le côté, qui se disent mais je ne sais pas comment faire, j'ai peur. Je pense qu'il faut aussi être attentif à eux et faire en sorte d'être vigilant à embarquer tout le monde ou en tout cas à donner des réponses à ces personnes-là de façon à ce qu'elles ne restent pas toutes seules devant ChatGPT. Mon Dieu, je suis sidéré, je ne sais pas quoi en faire. Je pense que c'est important ce point-là. Il y a une question qui était ici, puis une autre question qui est là-bas. Oui, Laurent. Oui. Bonsoir. Merci pour la qualité du débat. J'ai une petite question concernant les responsabilités. Définir les responsabilités en matière d'erreur, par exemple. On n'est pas à l'abri en utilisant l'IA. Tout à l'heure, vous avez évoqué le domaine de la santé, où l'erreur n'est pas permise, puisqu'on parle d'humain. On ne parle pas de chiffres, on ne parle pas de comptabilité où on peut rectifier. Donc, vu que on a une DG qui est de la CAF qui est là, vous êtes là pour vérifier vos courriers, etc. Donc vous êtes la garante. Mais est-ce qu'en contrepartie, si c'est un salarié qui fait une tâche en utilisant justement une intelligence artificielle et l'erreur est humaine et en même temps, ça peut être aussi généré par l'IA, tout simplement. Ça nous arrive souvent de prompter correctement, mais on a des résultats qui sont vraiment à côté. Qui prend la responsabilité dans ce cas-là? S'il y en a une qui va en prison à la CAF, c'est moi. Voilà, la responsabilité du dirigeant, c'est celle-ci. Mais non, mais la question de l'erreur, de toute façon, c'est la question du droit à l'erreur. Quel est le droit à l'erreur? Qu'est-ce qu'on accepte? Donc, au-delà même de l'IA, moi, je vais vérifier les courriers qui vont partir, certains courriers qui vont partir. Évidemment, je ne vous dis même pas la masse de courriers qui part de la CAF, la masse de courriels. Et j'allais dire, on a des contrôles qualité, c'est-à-dire qu'on a effectivement de la comitologie autour de la qualité. Mais le droit à l'erreur, on en a fait un principe. Alors, il y a le droit à l'erreur et il y a le devoir de le reconnaître. C'est-à-dire qu'on peut se tromper. Il faut reconnaître qu'on s'est trompé. Et derrière ce droit à l'erreur, c'est qu'est-ce qu'on fait pour améliorer, en fait, justement, la qualité de nos actes. Et on a tout un travail autour de la qualité de notre liquidation, de la qualité, effectivement, de la rédaction de nos courriers. Donc ça, j'allais dire, c'est tout un dispositif d'amélioration continue, de contrôle interne qu'on a dans nos organismes, qui sont des procédures assez lourdes, mais qui nous permettent de limiter ces erreurs, sachant que le droit à l'erreur, il existe, il est là. Et je ne connais aucune entreprise ou alors peut-être dans des domaines extrêmement pointu, mais nous, on n'est pas chirurgiens, on ne sauve pas des vies, on aide des gens à mieux vivre, on peut en faire des erreurs, on l'accepte, mais en revanche, on fait en sorte de travailler vraiment sur la qualité et c'est dans la professionnalisation de nos agents qu'on met aussi l'accent pour éviter ces erreurs-là. Mais IA ou pas IA? Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit et je rajouterais sur la responsabilisation, je parlais de raisonnement tout à l'heure, j'avais des retours de mon équipe ou de salariés qui pouvaient être très nuls sans IA et qui peuvent être très nuls avec l'IA. Donc en fait, et je rejoins Véronique, ce que j'essaye d'inculquer à mon équipe, c'est relis-toi avant de me faire signer quelque chose, parce que je suis aussi responsable, comme je relis les choses que je vais faire signer à mon DG avec ma responsabilité aujourd'hui. Et si je lui donne des choses à signer qui n'ont ni queue ni tête, que j'ai utilisé l'IA ou pas, lui, il s'en fout, parce qu'il a la même responsabilité que Véronique. Donc, la capacité de raisonnement et de responsabilisation qu'on a sur ce qu'on écrit, sur ce que l'on produit, ça vaut pour les étudiants dont je parlais tout à l'heure. J'ai énormément d'alternants chez moi. Je vois tout de suite quand la chose qui m'est rendue n'a jamais été relue, n'a jamais été raisonnée correctement pour me donner quelque chose à relire. Donc le droit à l'erreur, il est là aussi. Tu es là pour apprendre et tu es là pour progresser. Mais ce que je te demande, IA ou pas, et ça soulage beaucoup de se dire je vais utiliser l'IA aujourd'hui, parce qu'on parlait d'émotion tout à l'heure, je n'ai pas répondu, mais il y a un vrai soulagement à se dire je l'utilise sans être obligé de me cacher. Vous voyez ? Et ça, c'est hyper important dans les émotions aussi. Et ça vaut pour j'utilise ou pas l'IA. La responsabilisation, pour moi, elle n'a rien à voir avec l'outil ChatGPT et Copilot. Rien du tout. Merci. On va prendre les 4 dernières questions. Alors, merci en tout cas pour tous ces échanges.
Alors déjà, je reste très positive par rapport à l'IA. Je voudrais commencer par ça, parce que je suis moi-même formatrice à l'IA générative, donc je vois bien tout ce qu'elle apporte aujourd'hui dans les entreprises. Mais quand même, aujourd'hui, avec l'IA agentique, les automatisations, les process, c'est l'IA qui est connectée au CRM, au Gmail, à tout. Je me pose quand même beaucoup de questions parce que là, j'ai quand même peur de la casse. Aujourd'hui, on voit des petites entreprises, 10 personnes qui font déjà plusieurs millions de chiffres d'affaires parce que tout est automatisé. Voilà. Quel est votre avis par rapport à ça? Donc, ça ne se mettra pas en place tout de suite, parce qu'il y a des problèmes de gouvernance, de sécurité, de tout. Mais quand même, pour moi, la vraie révolution, elle est là. C'est l'IA agentique. Assurément. La révolution arrive, et ce qui est dingue avec l'IA, c'est que ce qui est vrai aujourd'hui à cet instant T, 29 janvier, il va se passer un truc le 2 février, il va encore se passer un truc, il va y avoir ChatGPT 5.3 qui va arriver, puis ChatGPT 6, puis encore autre chose. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a un phénomène d'accélération exponentielle, ça va se calmer à un moment donné, il faut aussi se rassurer. Et c'est vrai que l'IA agentique arrive avec des questions qui se posent, parce qu'à un moment donné, l'IA agentique peut prendre la main sur votre agenda, sur votre PC, sur votre téléphone et automatiser des envois, des réponses. Et il va se passer des trucs on va totalement halluciner. Votre IA agentique va répondre à vos mails à votre place. Elle va pousser des mails, elle va pousser des propositions, elle va pousser des contacts, elle va gérer et annuler des rendez-vous sans même qu'on ait la main là-dessus. Là, je pense qu'il convient d'être particulièrement attentif, et vous avez très très bien fait de vous poser ces questions-là. Il faut être vigilant parce qu'à la fin, n'oubliez pas un point, c'est l'humain qui décide. J'y vais ou j'y vais pas. C'est l'humain qui décide de la question qui pose à l'IA et la façon dont il rédige le prompt, mais c'est aussi nous qui sommes en responsabilité de dire qu'est-ce que je fais de ce que l'IA m'a donné. Et la dernière question, c'est de se dire, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de l'IA là-dessus ? Est-ce que je ne peux pas tout simplement aller googliser ? Est-ce que je ne peux pas réfléchir crayon, papier, poser mes idées ? Peut-être que c'est une bonne question aussi à se poser, c'est clair. Juste un tout petit rebond là-dessus, parce que quand vous avez parlé de responsabilité, de qui va en prison, etc., moi, c'est des questions que j'avais beaucoup posées aux concepteurs d'IA. Il n'y a personne qui veut prendre la responsabilité. Donc, ils sont tranquilles. Et là, je parle dans la santé, puisqu'on est dans la santé. Et eux, ils disent non, mais nous, c'est le médecin qui va prendre la responsabilité. Donc, moi, je veux bien voir IA agentique, ça, on va voir ce que ça va donner. Mais ce que j'ai compris pour l'instant, et je les comprends tout à fait, eux, ils ne veulent pas aller en prison. Ils laissent les DG aller en prison. Donc, on va voir ce que l'IA... Mais on vous apportera des oranges, il n'y a pas de problème, vraiment, on sera généreux. Non, mais c'est important. Finalement, ces agents-là, ces entreprises-là, ne veulent pas du tout prendre la responsabilité. Ils vous la laissent, ils la laissent aux organisations. Donc, on va voir ce que l'IA agentique va réussir à faire, etc. Mais il me semble que ce principe de responsabilité-là pourrait résister un certain temps. Il y a une autre question là-bas, il y en avait une ici devant tout à l'heure. Sabrina, élève attachée à l'IRA de Lyon. Moi, ma question, c'est pour les structures qui reçoivent des personnes en difficulté, qui ne parlent pas forcément français. Comment est-ce que, du coup, est conçue et réfléchie l'IA pour permettre, du coup, un accès à l'information sans créer de nouvelles inégalités C'est surtout, du coup, pour la CAF. Okay. Moi, j'ai une partie, alors je ne pense pas répondre complètement à votre question parce que je n'accueille pas des personnes, mais par contre je travaille avec un contexte international, donc des gens qui ne parlent pas anglais. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi j'utilise Teams tous les jours, et en fait il y a des traductions automatiques sur Teams, c'est-à-dire que vous pouvez faire une réunion, vous êtes sur le bout du monde avec des Chinois et vous avez la traduction qui arrive de manière automatique. C'est autant qu'on veut sur autant de langues qui sont disponibles. J'utilise ChatGPT tous les jours sur des traductions. J'utilise et ça, c'est à l'infini également. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la langue, enfin, en tout cas de mon point de vue, n'est pas spécialement le problème. C'est la manière dont on peut l'utiliser. On parlait tout à l'heure de l'exclusion liée plutôt à l'utilisation du système informatique ou de l'outil. Je ne sais pas si les populations dont vous parlez ont des téléphones portables, mais n'importe qui a un téléphone portable et qui télécharge ChatGPT comme n'importe quelle application, Instagram ou TikTok, n'importe laquelle, c'est poser une question simple, c'est s'en servir et demander une traduction. Pour moi, c'est plutôt dans l'utilisation de cet outil que dans la langue, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment accessible, je pense, dans à peu près toutes les langues. Il faut avoir un peu d'appétence, par contre, pour utiliser les outils, ça c'est vrai.
Et nous, à l'accueil du public, en fait, on a déjà des petits traducteurs automatiques, c'est-à-dire qu'en fait, nos agents sont équipés d'un petit... Alors, je ne sais plus quelle est la marque, je ne sais plus, mais en fait, c'est de la traduction automatique et immédiate. Et quand, effectivement, il y a un souci sur la langue, en fait, ils utilisent ce petit appareil. Alors, ils pourraient le faire quasiment avec leur téléphone portable, parce qu'aujourd'hui, vous faites ça avec un portable. Bon, voilà, nous, on a des appareils spécifiques. Alors, je ne sais plus du tout quelle est la marque de ce petit truc-là, mais on a pris, effectivement, ces petits outils. Et c'est très bien quand, effectivement, on a quelqu'un qui est vraiment en difficulté. Ouais, et vous pouvez l'utiliser même dans la vraie vie. Moi, j'étais au Vietnam il y a peu de temps. Le taxi, il ne parle pas anglais. Et ben, vous prenez votre téléphone sur Google Trad. C'est en direct, vraiment. Hein. Merci. Il y avait une question. Il y a encore deux. On va prendre 2 questions encore. Hein. Alors, au fond, et puis. Oui. Bah, moi, j'avais une question, c'était plus sur le Shadow IA. Là. En fait, il y a le moment où on décide de mettre le projet en place dans une entreprise et le moment avant et le moment où on décide. Tout ça, c'est une zone blanche, en fait. Est-ce qu'il y a une charte, quelque chose, une limitation à ce moment-là? Est-ce qu'on dit personne n'utilise l'IA? Parce qu'on sait que tout le monde utilise l'IA. Est-ce qu'on fait une pré-charte? Comment vous avez géré ça, en fait? Nous, on l'a géré assez rapidement, en fait. C'est-à-dire que ça fait déjà un petit moment qu'on a réfléchi à ça. Et on a fait cette charte, qui n'est pas une charte très longue. Sébastien a travaillé sur cette charte. C'était très, très rapide. Ça nous a pris peu de temps. Et puis, en plus, cette charte, ici, Sébastien, je vais vous faire de la pub, très honnêtement. On l'a mis sous une forme d'un tout petit livret, comme ça. Vous voyez, très illustré. Voilà, très illustré, c'est Sébastien qui a fait ça. En fait, c'est super rapide à lire, c'est pas un truc qui fait 12 pages, et on l'a fait très vite, avant même qu'on ait une charte nationale, parce que justement, on savait que ça allait... Voilà, bon, on avait la sensibilité quand même de nos agents, on avait cette chance-là, qui savent quand même que la donnée CAF est une donnée essentielle et hypersensible. Mais en fait, on l'a fait très vite, avant même de déployer l'ensemble du projet. Donc ça a été la première chose, et puis on l'a carrément annexé au règlement intérieur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a une dérive, c'est sanctionné disciplinaire. Voilà, je reprends mon rôle de DG moins sympa, moins geek et moins enthousiaste, mais je suis aussi là pour protéger justement les données des allocataires. Et la dérive, ça serait la sanction disciplinaire. Donc, à un moment donné, oui, il faut normer la chose. Voilà. Et juste pour finir et répondre à la question de tout à l'heure, moi je travaille pour une boîte de santé, je travaille pour une boîte de téléradiologie, donc on fait de l'imagerie à distance, on utilise de l'IA. Et effectivement, l'IA, elle détecte de la pathologie sur des scans. Et oui, quand l'IA a dit oui, que le radiologue a dit non, ou que même les deux se sont trompés, je vous assure que c'est le radiologue qui va en prison. Enfin, il va jamais en prison, mais c'est vraiment puni par la loi, et c'est le radiologue, le médecin, et pour le coup, on a des vies entre les mains, donc vraiment. Pour répondre à votre question sur la charte, moi je pense qu'il faut être aussi dans une logique de dédramatiser un peu les choses, test and learn, co-construisez avec les personnes impliquées, vous la testez, vous voyez si ça fonctionne, et puis vous améliorez au fur et à mesure. Il faut un peu dédramatiser les choses et faire simple et pragmatique. Voilà, juste merci. Le concept. Alors, la dernière question. Une dernière question? Oui, il y avait monsieur. Bonsoir et merci pour cette jolie table ronde. Étudiante à l'IAE de Lyon en master RH, coaching et organisation. J'avais une question au sujet de l'accompagnement de ces transformations, aussi bien de manière générale, mais aussi l'accompagnement individuel. Avez-vous pensé à mettre en place du coaching au niveau organisationnel pour avoir une approche un peu plus systémique de cette évolution et également de l'accompagnement individuel par le biais du coaching? Entre autres, vous avez parlé également des managers coach. Donc voilà, je voulais avoir un retour d'expérience, puisqu'on sait que le coaching permet d'offrir un espace également de parole et d'avoir un peu une prise de recul quant aux évolutions qui se passent dans les organisations. Merci. Alors, c'est un bon point sur cet aspect coaching. En fait, qu'est-ce qu'on attend par le coaching dans le cadre de la transformation de l'IA? Ça, c'est aussi comme ça qu'on a réfléchi à notre politique. C'est qu'est-ce qu'on attend quand on va transformer les métiers de l'IA. Si on réfléchit de la même manière sur le sujet du coaching, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'ont fait chez Ming. En fait, ce qu'on va regarder, ce qu'on va observer, c'est est-ce que le collaborateur, il nous confirme qu'il a gagné du temps?
est-ce qu'il nous confirme qu'il a gagné en expertise? Si le collaborateur et ensuite l'équipe nous fait remonter des difficultés, alors en fait, effectivement, on pourra travailler sur des sujets de coaching. Mais on ne fait pas une focale de coaching au sujet de l'IA, ça va être peut-être plus large. On va aller s'appuyer de coach sur des sujets plus larges, notamment aussi au sujet de la gestion des émotions. Et pourquoi? Parce qu'en fait, pour nous, l'IA, ça reste un outil pour rendre l'humain meilleur. Et le coaching, ça va nous permettre de faire en sorte que le salarié se sente bien dans ses pompes, se sente dans son environnement et confortable. Donc c'est dans ce cadre-là que oui, on peut faire appel à du coaching, parce que bien sûr, et comme pour l'IA, on n'a pas toutes les réponses en interne. Donc il faut aller chercher de l'aide en externe quand c'est nécessaire. Et ça, c'est ce qu'on essaye d'encourager, à permettre aux gens de lever la main et dire j'ai besoin d'aide. Et là-dessus, le coaching peut beaucoup nous aider, oui. Et en plus de ça, dans Copilot, il y a un agent de coaching personnel que vous pouvez utiliser. Non, je dis ça, c'est un peu provocateur. La dernière question, monsieur qui est derrière. Oui, donc Arnaud Barrage, je suis directeur des soins dans une structure de 24 000 agents. Donc effectivement, sur les aspects organisationnels, on l'utilise au niveau RH et tout, mais je voulais juste revenir pour répondre à votre question quand même. On n'en a pas parlé. L'utilisation de l'intelligence artificielle a quand même été pris avec l'IA Act, qui est quand même le règlement européen l'année dernière, qui a défini et classifié des activités à risque, dont la santé, puisqu'on avait quand même certaines questions, donc comme madame aussi sur la gestion de nos données, qui reste la problématique numéro 1. Et ensuite, sur la santé, c'était de se dire le concept de garantie humaine. Vous en avez parlé, c'est ça, c'est que c'est quand même l'humain qui prend la décision finale. Et il y a une maxime qui est « jamais pour l'humain sans l'humain ». Voilà. On comprend. Maintenant, je vais être un peu détracteur. Vous avez parlé des cadres de santé tout à l'heure. On n'a pas abordé juste cette thématique par rapport à se dire que l'IA simplifiait finalement des tâches organisationnelles et autres. Pour avoir travaillé sur le sujet aussi, moi, lors d'un mémoire et autres, j'ai interrogé par rapport à ça, puisque le planning, comme vous le disiez, sur cette population, alors d'ailleurs l'IAE travaille avec les cadres de santé du Vinatier, c'est 50-60% de leur activité, certes, mais en fait, quand on a mis des systèmes d'IA dans certains établissements, alors je rappelle, sur un hôpital, c'est 365 jours sur 365, 7 jours sur 7, avec des rotations et autres, il y a tellement de paramètres qu'il fallait reprogrammer comme un prompt, en fait, ce qu'on voulait. Et finalement, ça alourdit la charge de travail des salariés pour reprogrammer l'IA. Et là, c'est un cas qui finalement facilite le résultat final, mais qui du coup a été très chronophage dans la préparation de ça. Voilà. Oui, il y a donc des points de vigilance. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En amont, il y a un travail colossal à faire pour nourrir l'IA, parce que l'IA ne fait que ce qu'on lui demande. Et sur l'IA, il y a l'acronyme GIGO, Garbage In, Garbage Out. Si on lui donne des bêtises à l'entrée, elle donne des bêtises à la sortie. Alors que si on lui donne des informations de qualité à l'entrée, elle donnera des informations de qualité à la sortie. Et ça, par contre, effectivement, ça nécessite un travail colossal pour nourrir l'IA avec les bons modèles, avec les bonnes questions et les bons fichiers à lui donner. Et le travail est assurément colossal sur ce point. Merci beaucoup. Un mot, merci à la salle, merci à l'équipe d'intervention. Vous êtes ici chez vous. N'hésitez pas à nous recontacter. Un des intervenants ici présents me faisait remarquer que si certains le souhaitaient, pour enrichir le management, donc on a une formation qui s'appelle Manager Coach, une formation certifiante de 8 jours, donc en 4 fois 2 jours. On est en train de faire le module de Copilot dont parlait Franck. Exactement, c'est un pilote. On est en train de... voilà, c'est en présentiel, on est en train de finir le pilote et il y a une nouvelle session programmée dans pas longtemps. En tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir. La sortie est du côté rue, de ce côté-là, et au plaisir de vous revoir très prochainement. Merci beaucoup.